Ils sont partis dans les couloirs du temps. Eh ben salut à tous, on se retrouve pour un épisode encore une fois des couloirs du catch, toujours avec un immense plaisir. Alors avant toute chose, Messaya, comment tu vas? Ça va très bien et toi Thomas? Ça va super, alors je vous cache pas que les amis, on touche, ça commence bien. On tourne encore une fois by night, j'ai une très grosse journée de travail, je suis un petit peu cassé, je vais essayer de vous donner le meilleur de moi-même pour qu'on vous fasse l'émission la plus sympa. Messaya, le sujet aujourd'hui, il est très intéressant, vous l'avez vu dans la miniature, on va parler un petit peu des underdogs. Yes. Avant qu'on fasse le petit point, voilà, histoire vraiment que vous sachiez où vous mettez les pieds, on va vraiment faire un descriptif du terme underdog, de ce que c'est, même un petit peu de pop culture, parce que c'est quand même très présent. Et après, tu nous donneras des exemples très intéressants où ça a réussi et où ça a un petit peu raté. Ouais, je vous avais donné, de toute façon, les gens du Discord qui me suivent durant le live savaient qu'on allait faire cette émission. J'avais spoilé le truc. Venez dans le live, les amis. Voilà, parce que en fait, on a pas mal de discussions en ce moment justement sur les traitements des underdogs, surtout d'un certain Sami Zayn. Et en fait, je trouvais ça très pertinent de faire l'émission maintenant. Voilà, c'est ça. Alors, on a aussi, n'hésitez pas, les amis, dans les commentaires, si vous avez envie de sujets que vous voulez qu'on parle, d'un catcheur en particulier, comme ça, ça peut nous donner des idées également. Et aussi, on va se relancer dans une FAQ numéro 2. Donc n'hésitez pas à poser des questions, parce qu'on va essayer de vous faire ça assez rapidement. Yes. Autant que faire se peut. Autant que faire se peut. On a vu l'épisode de Caméra Café pour ceux qu'on la ref, les amis. Déjà, merci pour le retour sur la dernière émission. Ouais, sur l'année 95. Sur l'année 95, c'est une émission qui, en tout cas, nous a vraiment plu à faire. Oui, moi j'ai aimé la réécouter, parce que j'aime bien toujours réécouter pour voir les choses qu'on peut améliorer. C'est très sympa, je pense qu'on a rendu un bel hommage à FHCA, qui sont nos maîtres. Merci dans les commentaires, merci pour les j'aime, pour les commentaires, toujours pour le boost qui fait très plaisir. Et n'oubliez pas la cloche. Voilà, parce que c'est très important, il y a que comme ça qu'on existe. Messaya a fait pas mal de live, donc moi je commence là, je suis presque à jour, hein. Je suis pas mal là, dans la rediffusion. Ouais, ça commence ça commence à arriver. Là, ça va revenir aussi sur Spotify, je vais avoir un petit peu de temps où je vais avoir le temps. J'ai vraiment du mal. Je vais avoir le temps un peu de tout retrier pour Spotify, pour tout. C'est en cours. J'ai notre ami Loman, qui est aussi un des membres sub, qui a pas mal de shorts, qui m'a envoyé pas mal de shorts que je vais rediffuser aussi très prochainement. Voilà, il faut laisser un peu de temps. Avec nos énormes débats durant le live, parce que je vous rappelle que les lives, c'est pour de discuter de l'actualité catch. Oui, c'est qu'on débat avec les gens du Discord. Je joue à un jeu vidéo, peu importe. Le plus important, c'est l'actu. Exactement. Et puis, il y a pas mal de sel. Ah, il y a beaucoup de scènes dans WrestleMania, ça c'est clair. Et vous l'avez déjà vu, vendredi dernier, on a fait le live des 600 abonnés un peu en retard, mais au moins on l'a fait. C'est vrai que nous, quand on le tourne, on l'a pas on l'a pas encore fait, donc du coup je peux pas dire ce qui s'est passé, mais vous l'avez déjà eu. Ouais, en tout cas, de toute façon, il est au moment où on vous parle, normalement, il est déjà rediffusé, donc ceux qui ont envie de voir nos tronches et de passer un petit moment avec nous où on va rigoler, on va parler de catch, on va parler de tout et ça va être sympa. Il y a aussi en préparation, et après je te propose qu'on commence tranquillement, il y a aussi en préparation, comme tu avais fait pour AEW Dynamite, on prépare ça Révolution, c'était Révolution, excuse-moi. Pour AEW Révolution, c'est moi les termes de la AEW, j'ai du mal. On prépare aussi la preview et la review de WrestleMania. C'est ça. Où on va essayer d'être assez sympa, même si la review, pour toi, ce sera un petit peu plus compliqué parce que tu m'as dit qu'avec le boulot, t'auras peut-être du mal à tout voir. Mais on va essayer de faire un truc assez sympa. J'aurai le temps de voir, donc du coup, elle sera pas à limite, on la fera pas le lendemain du show. J'essaierai de faire un live justement peut-être avant le week-end ou un truc comme ça où on essaye de faire une grosse review comme on avait fait pour Evolution. Voilà. Je profite aussi et après je te propose qu'on commence. Moi je fais un petit coucou à Loman, je l'ai dit mais aussi à Jean-François Fesquet, à Rolling Steve, à Matt Tibbs, à Jimmy Del 340, à Kiltalis, à 77, à Lifesinger, à Netty et à Sébastien G1 Baby D qui sont nos membres sub. Merci les amis d'avoir rejoint à vous, les couloirs du catch, d'être avec là et le petit apport financier qui arrive sera toujours bien pour l'amélioration des émissions. Et d'ici là, vous l'avez déjà eu. Maintenant ce sera pour tout le monde, je crois que tu m'avais dit l'émission bonus sur Brock Lesnar. Non, l'émission bonus sur Brock Lesnar, elle sera d'abord normalement elle est sortie ce vendredi. Ouais. C'est dur parce que on tourne avant, enfin bref, je suis un peu perdu. Non, on est vraiment dans les couloirs du temps. Ouais. Et du coup, normalement, celle-là, elle sera disponible assez rapidement. Je vais la diffuser une semaine pour les membres sub et ensuite elle sera disponible pour tout le monde. Voilà, c'est ça, comme je vais la tourner dans cette semaine-là.
Vous allez bientôt l'avoir pour tout le monde, mais les subs l'auront déjà vu. Et je fais un petit, et après on arrête l'intro parce que là c'est même plus Comac, à ce niveau-là, c'est. Mais on aime bien faire des longues intros. Ah, on aime bien, c'est notre passion, c'est notre passion. Sur mes lives, les intros, elles durent 35 minutes. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Et c'est salé. Hein. Et non, et voilà. Et là, du coup, normalement, je vais enfin avoir la fibre, ce qui fait que de temps en temps, je pourrais me permettre de faire un petit peu de live également. Alors peut-être plus orienté sport en général. Moi, je ferai peut-être pas que du catch parce que j'ai pas votre connaissance. Ouais. Parce que c'est quand même impressionnant, les gars, que tu invites dans le Discord avec toi. Et les gens dans les commentaires, quand même, vous êtes assez pointus. Moi, des fois, je me sens vraiment tout petit. Et vraiment, bravo et merci pour tout ça. Et puis, on va tranquillement se lancer sur une émission que je trouve passionnante sur les underdogs. Déjà, Messiah, c'est quoi le bon? Alors, est-ce qu'il y a le bon et le mauvais underdog? C'est ça. Le bon underdog, il se fait défoncer. Personne ne croit en lui. Il arrive au main event, il gagne. Ouais, et le mauvais underdog, il se fait défoncer par tout le monde. Personne ne croit en lui. Personne ne croit en lui. Il arrive au main event, il gagne, mais c'est un mauvais underdog. Bon, je pense qu'on a terminé. Voilà, merci à vous les amis. Non, alors plus générique. Déjà, il faut savoir que les underdogs, inconsciemment, on nous en a fait bouffer tout le temps. Parce que ce soit dans le cinéma, moi je vais pas parler du sport entre guillemets réel à proprement parler comme le foot, mais même dans les cinémas. Dans le cinéma, suffisait que quand on était gamin et qu'on regardait les films un petit peu Disney, tu sais, avec les équipes de sport qui se faisaient maraver la gueule, et qu'ensuite ils trouvaient un prospect qu'on sait pas d'où il vient, le gothique au fin fond de la classe que personne ne connaît, pour emmener l'équipe meilleure, c'est déjà des underdogs. Exactement. Et même moi, ça c'est un peu plus ma cam, mais je m'y connais un peu plus. Les mangas et animés japonais, le principe des shonen, il y a toujours dedans ou un outsider ou un underdog. Et je vais donner un exemple qui me fait plaisir à moi parce que je suis un gros fan. Dans le manga Yu-Gi-Oh, le meilleur ami de Yugi, qui est Joey Wheeler en français et Jonouchi Katsuya en japonais, c'est totalement un underdog. C'est le mec ne sait pas jouer, il se fait entraîner par Yugi, par le grand-père, il se fait, tout le monde le considère comme un nulard, littéralement, il se fait même bully par ses propres amis. Le rival de Yugi, Kaiba, ne le considère jamais durant toute la série, mais le mec arrive tout le temps en demi-finale des tournois. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, le mec, c'est celui qu'on croit pas en lui, mais que par contre, il a du cœur, il a du courage, il a même une certaine force. Donc, en termes physiques, parce qu'en plus, c'est un peu un bagarreur et tout, il est pas underdog, mais par contre, dans le monde des cartes, il est underdog. Moi, j'aurais aussi rajouté que c'est aussi le comic relief. Aussi. Il a aussi cette partie de comic relief. Et moi, dans Yu-Gi-Oh, j'étais amoureux de My Valentine quand j'étais gamin. Comme beaucoup, je pense. Et My Valentine tombe amoureux de Joey. Ah, c'est vrai. C'est un peu une romance jamais vraiment établie, mais c'est ce qu'on comprend. Oui, parce que c'est une MILF en plus. Oui, parce qu'elle est plus âgée que les autres. Ouais. Après, on n'est pas là pour... Alors, après, je vais dire des saloperies, puis on va se faire bannir. Donc, du coup, après, l'underdog, pour moi, ultime, bien sûr, je pense que tous les fans de foot le connaissent. C'est Leicester, en 2016. Club de foot, 2016. Vous m'excuserez pour la date, je suis vraiment épuisé. Mais moi, je peux pas te le dire. Il me semble que c'est 2016. Si tu veux, c'est le club de foot anglais qui a gagné la première ligue en étant à 5000 contre 1. Ah ouais, en cote. En cote, c'était ça. Le mec a misé dessus, il est bien. C'est arrivé. Il faut savoir qu'il y a un mec qui, je vais terminer l'anecdote, qui tous les ans, au moment je vérifie juste si j'ai dit une connerie, tu m'excuseras, mais tous les ans, au début de saison, il pariait 100 € sur Leicester champion. Tous les ans. Enfin, 100 livres sur Leicester champion. Et il faut se dire que ça fait un beau billet. Ouais, mais dans les dernières journées avant la fin du truc, avant d'être champion. La cote descendait. Non, parce que à partir du moment où tu paries pour attends, faut que je vérifie le titre et après je te redis parce que sinon j'arrivais pas. C'est bien en 2016. Donc du coup en fait chaque fois que sur la fin de saison, quand vraiment ça commençait à être la folie, la société de paris lui avait proposé de racheter son pari. C'est-à-dire Ah ouais, ok. C'est-à-dire tu prends 45 000 livres, je donne un chiffre que je ne connais pas, au mieux de 150 000 livres ou 200 000 livres. Mais par contre, si Leicester est champion ou si Leicester n'est pas champion, tu gardes tes 45 000. Et lui, il y a pensé parce qu'en fait, il regardait les matchs avec un tel stress que ça lui pourrissait la vie. Et finalement, Leicester a été champion, le mec a gagné son pari. Et pour moi, c'est les plus gros underdogs de l'histoire du foot. Personne ne pouvait... Après, il y en a peut-être qui vous pourront en citer d'autres. Il y a Calais dans les années 2000 qui ont été en finale de la Coupe de France. Mais Leicester, personne l'a fait. Personne le fera dans le foot actuel. Aujourd'hui, Leicester, il végète en D2. C'est très compliqué pour Leicester. Ce qui s'est passé là, c'est les bons gars, au bon moment, à la bonne place. Ouais. Et ça fait partie un peu de l'histoire des underdogs. Et c'est ça. C'est parce que du coup, on n'a pas donné de définition. Donc, je vais essayer de donner une définition avec mes propres mots.
c'est que dans peu importe la chose, que ce soit une équipe, que ce soit une personne, que ce soit un héros, que ce soit ce que vous voulez, un underdog, c'est quelqu'un qui est sous-estimé par tout ce qui est autour de lui, en fait. Personne ne croit en lui. Personne ne croit en lui, alors que lui, en général, il a beaucoup de cœur. Exactement. Et en général, c'est quelqu'un de très bon dans ce qu'il fait, Mmh. même si les gens ne s'en rendent pas compte, mais lui, en général, il est très bon. Oui. Et en fait, il va défier toutes les cotes, tous les défis, tous les obstacles qu'on peut mettre à travers lui. Il va toucher le cœur des fans, des fans, de ses amis, des trucs comme ça, des gens autour. En général, dans un entour proche, mais dans le monde du sport ou dans le catch, ça va toucher le public, justement, les spectateurs. C'est très important, comme tu dis, c'est-à-dire déjà les gens aiment toujours les petits. C'est une règle. Quel que soit le sport, c'est une règle. Quand tu allumes ta télé, si tu vois une D1 contre une D4, si t'es pas fan de la D1, t'auras toujours envie que la D4, elle se batte bien. Elle se batte bien, ouais, c'est ça. C'est pareil pour le tennis. Quand le 150e mondial, il affronte Roger Federer, t'as toujours envie que ce mec, il fasse quelque chose. Moi, par contre, j'ai un truc aussi qui est très important et que tu n'as pas dit. Moi, c'est ce que je considère, il est très important que l'underdog soit un common man. Oui, c'est ça, j'allais le dire justement. Excuse-moi. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, c'est un peu, ça doit être monsieur ou madame tout le monde. Ouais. Parce que c'est pour ça qu'il va toucher le cœur des fans dans peu importe le sujet, c'est parce qu'on se reconnaît en lui. Oui. Le message ou son courage ou n'importe quelle de ses qualités, on a envie d'être derrière lui parce qu'on se dit ça pourrait être nous. Voilà. Et en fait, c'est tout un parcours en général de rédemption qui va l'amener au truc ultime. Et c'est là où on te donnera les exemples, c'est qu'en fait un underdog, ça doit être sur un court laps de temps. Tu ne peux pas être underdog toute ta carrière. C'est là, voilà, CF, c'est la misaille. Et à moins que tu sois par rapport à ton physique, mais que tu vas dans le catch, on donnera les exemples, que ton catch ne soit pas spécialement underdog ou que tu as déjà atteint le sommet, mais que tu as un autre truc en plus qui fait que c'est pas dérangeant si tu restes entre guillemets underdog. CF Rey Mysterio. Ouais. Voilà, parce que lui, il a quelque chose en plus. Et parce que Rey Mysterio, moi, je considère, lui, il est encore à part des underdogs. Parce que Rey Mysterio, on n'a jamais fait d'émission sur lui. On a parlé de son titre de champion quand on a fait l'émission sur Eddie Guerrero. Rey Mysterio, c'est un peu bizarre parce que j'ai vraiment que l'impression, lui, on l'a mis là, vraiment par rapport au décès d'Eddie Guerrero. Faut dire la vérité. Oui. Donc, c'était pas prévu. Il n'y avait pas ce chemin prévu de rédemption et tout. Oui, mais toutes ces storylines il est souvent d'avant, on l'a appelé le tueur de géants parce que très souvent, on fait des oppositions de physique et qu'en fait, dans les matchs, il est souvent l'underdog parce que il a pas le physique des autres. Mais Rey Mysterio, c'est un cas tellement à part parce que c'est le mec, par rapport à l'influence et son personnage, c'est totalement différent. Tu peux pas, alors là, on avait dit ça pour Rob Van Dam, notre toute première émission. J'aurais du mal à voir des gens et à comprendre des gens qui me disent j'aime pas Rey Mysterio. C'est impossible. Tu vois? Mais Rey Mysterio, on n'a jamais, je sais pas, c'est différent encore. C'est un underdog dans la taille, dans la façon d'être. Mais je trouve qu'il a pas été booké comme un underdog dans sa carrière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il était booké dans ses storylines quand il affronte des gens plus balèzes que lui. Ouais. Il est considéré comme un underdog, mais on va dire dans ses gros moments, si, quand même, si, c'était un underdog, tu vois, la vainqueur du Royal Rumble. Oui, mais là, c'est parce que, oui, mais là, tu vois, lui, mais même ses storylines avant, quand il a affronté Brock Lesnar, quand il a affronté le Big Show, même à son arrivée à SmackDown, il va affronter la machine de catch qui est Kurt Angle. On se dit, ok, c'est un nouvel arrivant, il va être flamboyant, mais on se dit, il est là pour se faire défoncer, en fait. Oui, mais en fait, si tu veux, ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'underdog, il doit y avoir une quête vers le titre. Or, Rey Mysterio, dans beaucoup de ces rivalités que tu cites, il n'y avait pas forcément la quête vers le titre. C'est vrai. C'est pour ça que je dis ça. Et Rey Mysterio, quand il a eu désolé les amis, on digresse un peu sur Rey Mysterio, mais Rey Mysterio, quand il a eu vraiment ce rôle d'underdog en 2006, c'est vraiment avec le fait de surfer sur malheureusement le décès de Eddie, qui était arrivé quelques mois avant, en 2005. Ouais. Donc ensuite, on l'emmène vers le Rumble, mais très vite, les gens, ils ont pas tous été dans le train quand même, hein. C'est vrai qu'à un moment, il a des huées. Il se fait huer. Et c'est pour ça que Rey Mysterio, j'adore Rey Mysterio et je serai toujours un grand fan de Rey Mysterio pour ce qu'il a apporté au monde du catch. Mais c'est vrai que lui, il était là, les gens l'adoraient, qu'il perde ou qu'il gagne, ça, c'était pas pareil. T'avais pas l'impression qu'il avait la machine contre lui comme un Daniel Bryan. Exactement. Tu vois, il venir sur pas mal de gars. Tu vois ce que je veux dire? Même si, attention, je suis d'accord avec toi, hein. Toujours, il a été booké comme le plus petit. Et moi, Rey Mysterio, en fait, tu regardais Rey Mysterio, t'étais content de le voir. Mais c'est surtout que par rapport à sa taille, il y a son catch luchador et que c'était le petit masqué, aimer des enfants, des trucs comme ça. C'est qu'en fait, dans ces matchs, entre guillemets, c'est l'underdog, mais c'est qu'on le voyait pas comme des parcours d'underdog. Exactement, c'est exactement ça. Je suis et que pour moi, les underdogs, dans le monde du catch, je vais refaire un peu de parallèle en dehors.
Mais c'est que oui, c'est pour ça que je dis ça doit être court dans le temps, parce que ça, comme tu dis, ça doit emmener vers quelque chose. Oui. C'est que si tu boucles le truc à ce moment-là, on va arriver sur Daniel Bryan, parce que lui, c'est le meilleur exemple, comme quoi c'est un underdog qui a réussi et que tout ce qui est derrière ne l'est plus, en fait. Rey Mysterio, oui, dans son catch, ça va être ça parce qu'il est plus petit, mais en fait, c'est pas ça qu'on retient de lui. Oui, voilà. C'est pas basé là-dessus. Et comme tu dis, quand il gagne le titre, c'est surfer, désolé, sur le Malheureusement, héros. c'est dommageable. Attention, moi, j'étais content qu'il ait touché, parce qu'il méritait de le toucher. C'est Rey Mysterio, et une fois dans sa carrière, il méritait de l'avoir quand même. Il l'a re-eu après, je sais plus. Il l'a re-eu, mais pour se faire baiser par la storyline de John Cena et CM Punk. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc Rey Mysterio, moi, je conçois, y a pas de problème. Mais c'est vrai que je le vois moins comme un underdog, comme un Sami Zayn. Daniel Bryan. Il l'a aussi eu dans une storyline où il était champion, où il se fait prendre le titre par Kane. Ou des... Bon, de toute façon, des gens nous le rediront si on dit des bêtises et si on oublie. Mais par exemple, j'ai perdu mon... Moi, par exemple, je considère que Kofi, c'est une bonne utilisation de l'underdog, parce que le but, c'était pas de le maintenir en main event ensuite. Il a eu sa Kofi Mania, son titre. On va en parler, parce qu'en plus, lui, c'est aussi un petit cas particulier. Ouais. Donc c'est très intéressant. Et puis lui, pour le coup, c'est même un cas spécial parce qu'il était underdog lui, mais c'est beaucoup ses compagnons qui faisaient l'empathie des gens. Oui, c'est ça, c'est totalement différent. C'est totalement. On en parle tout de suite ou on attend après? Attends, oui, non, vas-y, allez, on peut en parler. Vas-y. Donc c'est qu'en fait bon, on sait que dans les storylines de base, le projet de nouveau champion sorti de nulle part, un peu underdog, ça devait être Mustafa Ali. Sauf qu'avec sa blessure, ils se sont reportés sur Kofi Kingston. Parce qu'il y a eu l'appui des fans à un moment donné et que même toutes les semaines, on sait pas si c'était prévu ou pas, on se disait non mais en fait ils vont pas lui donner en fait. Et donc du coup ils vont jouer là-dessus pour qu'au final ce sera pas lui le challenger. Finalement, ça l'a été. Parce qu'en fait l'engouement comme tu dis, surtout grâce à toute l'équipe du New Day. À Biggie et à Xavier. Le truc c'est qu'en fait Kofi Kingston s'était établi maintenant en tant que clan et en tant qu'équipe. On se dit il était plus en solo, c'était le New Day, basta. Mais le mec déjà de base il a été un peu l'outsider, pas un underdog. Dans son début de carrière, c'est que c'était un excellent mid-carder qui donnait des trucs de fou, qui affrontait même des fois des gros catcheurs et qu'on croyait en lui. CF la rivalité face à Randy Orton, des trucs comme ça. Puis il a l'air d'une sympathie. Donc il a toujours été aimé des gens. Quand il est arrivé dans le New Day, au début le New Day était heel, mais sauf qu'en fait ils ont fait un festin en organique parce qu'ils étaient trop cool et qu'ils étaient totalement à part du monde du catch. Mais lui en fait, c'est que ce run-là, c'est autant un run d'underdog, autant pour le remercier parce que le mec c'était quand même un vétéran qui n'avait pas touché le titre. C'est là où c'est le truc un peu différent. C'est un peu ce qu'on avait fait à The Miz à un moment quand on lui a pas la première fois qu'il a le titre. Durant le Covid, tu parles. Mais devant le Covid, on lui a donné le titre, c'est pour le remercier. Ouais, voilà, c'est de temps en temps. Et pour qu'il soit Grand Slam de manière récente en fait. Oui, et puis de toute façon que ces mecs-là on les remercie pour l'ensemble de leur carrière, c'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau. D'un côté, c'est bien. Et tout ce run est parfait de Kofi Kingston. Ouais, c'est l'un des meilleurs runs d'underdog ultime, et surtout quand on va arriver à son adversaire, c'est qu'en fait, le mec, il veut être challenger numéro 1. Le champion de l'époque, c'est Daniel Bryan. En plus, c'est ça qui est incroyable. C'est que quand on parlera de Daniel Bryan plus tard dans la vidéo, lui, il était déjà plus underdog, c'était l'un des plus gros de la promotion avec son personnage de vegan. Avec la ceinture en bois. Avec la ceinture en bois qui était géniale. Et en fait, il y a Vince aussi avec lui. Il y a Vince qui justement, qui arrête pas d'intervenir, je vais y venir. Et en fait, le truc qui est incroyable, c'est que son adversaire, c'était probablement le plus grand underdog de l'histoire. Sauf que le mec, ce qu'on a dit, Daniel Bryan, quand on reviendra sur lui, il a passé le stade. C'est une menace. Donc, du coup, même en tant que heel, on se souvient, on disait jamais, Daniel Bryan, il est petit, Kofi est plus grand que lui, il va le battre. Non. Daniel Bryan, c'était lui la menace, le mec technique, le taper. En plus, c'était vicieux à l'époque pour pouvoir prouver que c'était lui le grand champion et qu'on était tous des merdes parce qu'on détruisait l'environnement. Donc, on se disait pas, Daniel Bryan, c'est un petit, et en fait, c'est un underdog contre un petit. Non. Daniel Bryan, c'était la menace. Exactement. C'était la menace. Mais Daniel Bryan, excuse-moi, avant que tu continues. Daniel Bryan, son rôle d'underdog, c'est WrestleMania 30. Oui, on y reviendra. Après, ça devient, mais après, oui, c'est vrai que on va pas dériver, on va finir déjà sur New Day, mais oui. Sur Kofi. Voilà, sur Kofi. Et en fait, donc du coup, Kofi, il va se battre contre vents et marées, il va avoir plein d'interventions, il va y avoir des gantlets, il va réussir à gagner un gauntlet, alors que personne croit en lui quand on voit les autres qui participent à ce gauntlet pour devenir champion. Il gagne le gauntlet, on lui donne quand même pas le truc. Il y a l'Elimination Chamber, où on va croire vraiment qu'il va battre Daniel Bryan durant tout le Chamber, et en fait, non, Bryan le bat à la fin. Donc du coup, c'est un déchirement entre les fans, et grâce à Biggie et Kofi qui, face à Vince McMahon, Biggie et Xavier qui vont face à Vince McMahon, limite ils vont mettre leur carrière en jeu pour que qu'il ait le droit d'avoir son match de championnat. En fait, il faut je sais plus contre qui. Un gauntlet. C'est encore un gauntlet. C'est eux deux qui affrontent toutes les autres équipes et que des brutasses. Et ils gagnent. À SmackDown, il me semble. À SmackDown. C'est exceptionnel. C'est génial. Ce match à WrestleMania,
je l'ai regardé tout seul parce qu'on se voyait pas à ce moment-là. J'ai eu les larmes aux yeux. Ah, mais moi aussi, c'est un des derniers moments où j'ai marqué comme un porc à un vrai SummerSlam. Merci. C'est ça. Merci, ouais. Parce que c'était tellement bien écrit, et en plus, le match, il est parfait. Ouais. Il est parfait, ils auraient mérité d'avoir le main event, mais il arrive au bon moment, mine de rien, dans la carte. Tout le monde est derrière Kofi, c'est vraiment la Kofi Mania. Tout le monde veut voir le petit gars qui n'a jamais eu le titre, l'ancien et en même temps petit gars, parce qu'on y croit tellement, il est sympa. Tout le monde veut qu'il soit champion. Il est face à Daniel Bryan qui est sans pitié dans le match. Et je pense que les gens aussi avaient déjà derrière la tête, parce que le fan de catch n'est pas débile non plus. Il savait que ce serait peut-être la seule fois. Oui, bien sûr. Tu sais que là, c'est la seule fois. Mais donc du coup, le match, en plus, comment ça se passe dans le in-ring, c'est vraiment celui qui va défier le mec qui est plus fort que lui. Parce que Daniel Bryan, c'est considéré comme l'un des meilleurs catcheurs du monde. Et là, dans ce match-là, il se fait démonter. Mais démonter bien. Et en fait, à chaque fois qu'il a la hit est trop bien faite, parce que tu souffres avec Kofi et tu veux qu'il se relève. Ouais, le selling chez un underdog, c'est le truc le plus important, parce que le mec, tu dois aimer le voir mourir pour le soutenir. En fait, Hogan avait un selling d'underdog. Il avait un selling d'underdog, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, et que quand il fait sa shine, quand il revient et qu'il reprend le dessus, bah là, du coup, c'est explosion, quoi. D'où Hogan, t'as raison. Et quand il devient champion, c'est génial. Je trouve que, par contre, en tant que champion, il a été bien booké derrière. Il était plus l'underdog, il était enfin le vétéran qui a eu son titre. Il a ses potes, il est crédible, il va affronter. Il a eu des bons adversaires. Il a pu raffronter Randy Orton parce qu'il y avait eu l'échec d'avant. Il a affronté pas mal de gars, c'était vraiment cool. Et le pauvre, c'est bon, on l'a remercié. Maintenant, on passe sur la Fox, tu redonnes le titre à Brock Lesnar, on n'en parle plus. Voilà. Et tu repars en bas. Ça, c'est le truc un peu dommage, mais bon, on s'y attendait en vrai. Ouais, la fin, elle a été un poil abrupte. Abrupte, pas un poil. Mais c'est vrai que. Bon, abrupte, le match tient sur un gif. Même on sait, c'est vrai. Même on sait, il a dit sur un gif, les gars, parce que comme j'ai tout ça en même temps, peut-être vous avez pas entendu. Un gif, ouais. Je me permets de reprendre. Mais c'est vrai que, la fin était triste. D'ailleurs, même on en a pas trop parlé dans la vidéo sur Brock. Parce que ça nous fait chier. Mais en soi, moi, c'est l'un des meilleures écritures d'Underdog. Et surtout, en fait, t'es pas déçu qu'après, il ne soit plus en main event. Non. Tu vois? Tu te dis, c'est super, t'as marqué comme un porc, il a eu le titre. T'as eu ton WrestleMania moment, entre guillemets, même si je sais que t'es pas trop mais du coup, c'est génial. Et par contre, je voulais dire un point aussi qu'on n'a pas dit. Par exemple, on dit souvent que Batista se fait couaner, tu sais, se fait niquer. Mais par exemple, Batista, quand tu vois son physique, ça te fait chier qu'il se fasse couaner. T'es derrière lui, mais tu vas pas le prendre comme un underdog. Bah non, c'est pas un underdog. Parce que, en termes de physique. Voilà, rien que pour le physique. Parce que finalement, les deux se font niquer. Ouais. Que ce soit Batista ou Kofi en soi. Mais, Batista, c'est pas pareil. Ben, c'est ce qui fait que Batista face n'a jamais été, alors que pour eux, dans leur tête, ça devait être l'un des poster boys, et il l'a jamais vraiment été parce que entre les blessures et le booking de merde, parce que WWE et surtout Vince McMahon, et même dans l'heure actuelle, surtout Vince McMahon, ne savait plus booker de face après Hogan. Et puis moi, j'ai même envie de te dire un truc, c'est qu'il y a des moments, des catcheurs comme Roman Reigns, ou par exemple, pour faire le parallèle, Kevin Nash, ont été bookés avec le titre comme si c'était des underdogs dans leur façon de catcher. Alors que les mecs ont des physiques à dégommer. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il a jamais su booker des faces. Il y a que Hogan qui arrive à faire ça. Parce que comme j'ai dit, les autres stars, en fait, c'était pas des golemons, les faces. C'était pas des mecs qui se faisaient défoncer. C'était des mecs combattants, forts, sur leur physique, leur machin comme ça. Ou il y en a un deuxième qui a réussi à être booké un peu comme un underdog, alors on sait qu'il était pas du tout underdog, c'est John Cena. Mais c'est parce que lui, il avait la controverse des fans qui fait que ça a marché parce qu'il avait une double lecture. Donc John Cena, très souvent dans ses matchs, il se fait défoncer, il revient à la fin, five move of doom, il gagnait. Sauf qu'avec John Cena, ça marchait parce qu'en fait, c'était par rapport à ses catchphrases. Tu vois, c'était par rapport à ce qu'il représentait que ça marchait. Ouais, never give up. Never give up, hustle, loyalty, respect, c'était la description de ça dans son catch. Mais aux yeux des fans, quand on savait que John Cena allait affronter n'importe qui, beaucoup de gens disent non mais Cena il est trop fort, il va gagner de toute façon. Il va gagner. Il n'y avait pas de truc où on va douter. Personne ne doutait de John Cena. C'est ça la différence. C'est que John Cena, c'est aussi un des champions les plus à part du monde du catch en tant que face, parce que le mec, peut-être dans le ring, on peut s'imaginer un booking d'outsider et d'underdog, alors non. Le mec était crédible et fort. Ouais, et tout le monde le savait. Tu vois, il y avait aucun man game. Quand on le voit en promo, John Cena, il est face à n'importe qui. Tu sais que c'est Super Cena en face. Oui, c'est vrai. Tu sais que c'est Super Cena. C'est que lui, en fait, j'ai envie de te dire, c'est dans le début du manga, on va faire un parallèle de manga. Dans le début de sa Seiya, on le voit un peu comme un underdog. Oui, c'est un underdog. Mais très vite, on voit que le mec est trop fort, que c'est lui l'élu d'Athéna, et qu'en fait, même s'il sait qu'il affronte des mecs trop forts, on sait qu'il va gagner. Il va gagner. En fait, c'est un peu Sina, c'est Seiya en fait. C'est que c'est un peu un underdog dans le début du manga, mais après, même quand tu sais qu'il va se faire casser la gueule, non,
il abandonne jamais. Il abandonne. Brûle ton cosmos Ouais. et il va casser des gueules. C'est pour ça que vrai. c'est un des meilleurs héros de vrai. shonen. C'est vrai. Seiya. Ouais. Par moment, je peux le trouver à poil lisse. Pourtant, je suis un grand fan des Chevaliers du Zodiac. Je le trouve un peu arrogant aussi. Oui. Bah oui, mais ça joue sur ça joue le fait qu'il a de la personnalité, en fait. C'est qu'en fait, le mec se laisse pas, c'est pas un candide. C'est pas un héros de shonen candide, Seiya. Justement, il est arrogant, il est machin. Après, Saint Seiya, il faut vraiment le voir. On va pas faire une analyse de Saint Seiya, mais c'est vrai que les 5 personnages principaux sont tellement tous différents que tu trouves ta came dans tous. Dans tous. Et que même si t'aimes pas Que t'aimes pas Seiya. Seiya, tu sais qu'il y a un moment ou un autre, si t'es plus fan de Shiryu, si t'es plus fan de Yoga, de Shun ou d'Iki, il y aura un moment dans le manga où le mec que t'aimes, il aura son moment de gloire. Le seul des chevaliers de bronze important qui n'est pas un underdog et qui n'est pas un outsider, c'est Iki. Ah bah Iki, c'est pas un underdog, Iki, c'est le chevalier le plus fort. Voilà, parce qu'en fait, il peut pas mourir. Iki, c'est le plus fort. Ouais, voilà. Normalement, Iki, le mec, et en plus, on en avait parlé tous les deux désolé, on parle un peu de Seiya, mais. Non, mais c'est le but qu'on parle dans les underdogs, ça donne des beaux exemples. Quand on en avait parlé, c'est que Iki, je crois que sur la première partie, jusqu'au moment, avec Hades, je crois qu'Iki, il est là dans 5 chapitres. Ouais, il est là. Ouais, c'est ça. Il vient, il casse une gueule. Ouais. C'est Goldberg. Ouais, Je l'ai fait. En parlant de Seiya. Allez, j'ai réussi à parler de Goldberg dans une émission sur les underdogs. Je suis un champion. Non, c'est vrai que le mec, il vient, il casse une gueule. T'es fasciné parce que le mec, il le sait. Iki sait qu'il est meilleur que tous les autres. Ouais, il le sait. Et il est exceptionnel. Ouais. Mais en fait, c'est ça. Mais les autres, c'est que on va dire, si on les compare au monde du catch, ils sont bookés comme des underdogs parce qu'ils vont affronter des gens qui sont censés beaucoup plus forts qu'eux, les chevaliers d'or. Ils sont tout en bas de la chaîne. Ils sont tout en bas de la chaîne, même dans les grades des chevaliers. Mais en fait, le truc, c'est que la déesse Athéna croit en eux. Donc c'est pour ça que c'est des underdogs qui marchent parce qu'ils ont le cœur. Ils ont le cœur. Le cœur et l'âme. L'âme, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est que l'underdog, c'est en général un héros de shonen. Par exemple, Sangoku, c'est différent. Pour le coup, c'est un peu différent parce que en général, lui il surprend tout le monde. Il surprend tout le monde. Il est trop fort dès le début en fait. Il est plus fort dès le début. Voilà, et qu'on essaie de trouver des trucs pour qu'il ne soit pas trop. Un underdog gratté, c'est Yamcha. Voilà. Non, parce que Yamcha se considère comme fort dès qu'on le rencontre. C'est différent. Non, mais je parle après plus tard. Il a toujours son chemin de rédemption. Parce qu'il se fait péter la gueule par Tenshinhan, il se fait péter la gueule par Sangoku, il se fait péter. Ouais, mais c'est pas un underdog. Non, mais tu le vois revenir. Donc le gars, il a son chemin de rédemption. Ouais. Mais ça arrive jamais au bout. Voilà. Le meilleur exemple, parce que j'avais donné l'exemple, et c'est surtout quand on va parler de Danny Bryan, c'est ça, c'est qu'en fait, comme j'ai dit, c'est où le mec, on croit pas en lui, ou on sait que le mec est un génie dans son domaine, qu'il est trop fort, mais qu'aux yeux de la machine et aux yeux des autres compétiteurs, des autres machins, on croit pas en lui. On croit pas en lui. Et le meilleur exemple, si on reste dans les mangas, c'est Luffy. Dans One Piece, dans le début. Parce qu'en fait, le mec, il est jeune, il prend la mer random, il trouve des amis parce qu'en fait, le mec est fédérateur. Et en fait, aux yeux de tout le monde, c'est un guignol parce qu'en plus, il a une personnalité rigolote, on a l'impression qu'il prend rien au sérieux. Sauf que le mec est trop fort. Le mec est trop fort tout le temps. Donc il est underdog au début, puis après, une fois qu'il passe... En fait, il reste underdog aux yeux des grandes pontes de la piraterie, parce que même dans les chapitres récents, à part maintenant, mais jusqu'à un moment donné, quand il va affronter des mecs trop forts, on se dit, non mais t'es personne, toi. Tu arrêtes de dire que tu veux devenir le roi des pirates parce qu'on va te défoncer. En fait, tu n'as rien, tu n'as aucun background. Et finalement, non. Et en fait, non, le mec est trop fort. Sauf que les gens qui le connaissent et qui l'a fédéré savent qu'il est trop fort. Mais après, il y a toujours, là, oui. Mais après, il y a aussi le côté, moi, je pensais à ça, le côté common man, qui est très important. Et après, tu peux voir même dans les gros films du cinéma, est-ce qu'on peut pas considérer que Luke Skywalker est pas un underdog à la base? Totalement, ouais. Avant qu'on découvre sa filiation avec Vador. Avec Darth Vader, qu'en fait le mec il était destiné à être un Jedi. Surtout dans le premier, j'ai envie de dire. Ouais, au début du premier, c'est le mec. Alors on sait que c'est un. Désolé, Mais c'est le but. C'est pour vous donner plein d'exemples. On sait dès le départ, mais c'est sur un seul dialogue, que c'est un super tireur. On le sait sur un dialogue. Quand il dit qu'il abattait des animaux à des kilomètres avec son petit vaisseau. Mais c'est sur un dialogue. Par contre, après, quand on le voit piloter, en fait, si t'as entendu ce dialogue, tu sais que c'est un monstre de pilotage. Mais personne croit en lui. Ouais. C'est le gamin pour Han Solo, c'est le fermier pour tous les autres. Personne croit en lui. Puis après, au fur et à mesure, t'as l'affiliation et tu te dis, ouais, en fait, le mec... C'est normal parce que déjà, son père, quand il était petit, c'était un produit pilotage, par exemple. Mais ça, on le voit. Et justement, c'est l'affiliation par rapport au domaine ou la famille fait que ça va aider sur l'underdog, très souvent. Naruto, par exemple, dans les mangas. Dans le catch Danny Bryan, c'est qu'on sait que c'est le meilleur catcheur du monde. On le sait. En fait, les fans le savent.
mais sauf qu'en fait, comment il va être booké, et ben en fait, les fans lambda qui ne connaissent pas, ça va jouer sur le en dehors de la bulle WWE et dans le machin. C'est pour ça que Daniel Bryan c'est aussi fort. Et puis là, tu vas créer un... Comment dire? Les gens, ils vont péter un câble. Ouais. Parce que justement, tu leur donnes pas... Tu sais que c'est le meilleur, tu vas les frustrer. La frustration. Et ça, c'est important dans le chemin d'un underdog. Et un underdog doit échouer avant d'y arriver. Il doit avoir un parcours dans le temps, mais il doit échouer plusieurs fois, en fait. Parce que, justement, comme c'est celui qui sort de nulle part et qui veut grimper et que personne ne croit en lui, si tu lui donnes tout de suite, bah en fait, c'est pas un underdog, même si tu sais que c'était un génie. Non, le mec doit échouer. Et justement, les moments où il échoue, dans les mangas, c'est très bien fait, parce que très souvent, le héros, Luffy, justement, il est trop fort pendant très longtemps, et en fait, quand il va affronter l'un des premiers gros adversaires, il va se faire bourrer la gueule 2-3 fois. Et en fait, tu restes choqué, parce que tu te dis, putain, il a roulé sur le monde jusqu'à maintenant, sauf que là, on arrive vraiment dans le serious business, et en fait, il y a des mecs qui rigolent pas. Et en fait, il a besoin d'échouer pour remonter. Et justement, je dis que Sangoku est un peu différent, parce qu'on sait qu'il est trop fort, mais il y a des moments où, justement, il perd. Il gagne que son dernier Takeshi Budokai. Il perd contre Jackie Chun. Il perd contre Jackie Chun. Et il perd contre Tenshinhan à un pile ou face. Bah, les deux, c'est un peu limite. Il perd vraiment à chaque fois sur, contre Jackie Chun, je crois que c'est la fatigue qui le tue. Oui, c'est la fatigue. Non, c'est sa taille qui le tue. Non, il n'arrive pas à se lever. Oui, il arrive pas à se lever, mais c'est au dernier coup de pied. C'est là où c'est trop intelligent. C'est parce que Jackie Chun, c'est un génie. Bah, c'est Tortue Géniale. Oui, mais c'est qu'en fait, il se dit, comment je peux le coucher par terre? Et les autres, ils se mettent un double coup de pied. Oui, et après, les autres, ils doivent se relever en se disant, c'est moi le vainqueur. Ouais, sauf qu'en fait, Jackie Chun, on voit qu'il est tout frais quand parce que, il le dit, je me souviens de la bulle de dialogue il dit, je dois la victoire qu'à la robustesse de mes jambes. Voilà. Parce que, juste avant, dans sa tête, il fait merde, avec son petit corps, je peux pas le faire abandonner. Il dit même, je veux lui faire un Boston Crab. Il le dit ça dans le manga. Et en fait, il se dit, attends. Et en fait, ses petites jambes. Et là, il tilt, et il défie Sangoku pour qu'il se mette un double coup de pied, sauf que Goku, il est petit. Il a la jambe trop courte. L'autre, il a une jambe plus longue que lui. Ouais. Et en fait, il fait croire qu'il se fait toucher par Goku, mais il ne se fait pas toucher, alors que Goku se fait toucher. En fait, c'est de l'intelligence. En fait, il a joué sur le physique de Goku pour le battre. Ok. C'est comme ça, en fait. Tenshinhan, bon, c'est sur une connerie, mais c'est vrai. Après, Sangoku, il est trop fort. Il est trop fort. Dès le départ, il est trop fort, mais des fois, justement, c'est là où c'est quand même Goku petit, surtout dans Dragon Ball, pas dans Dragon Ball Z, hein, parce que c'est un mec établi. Je parle dans Dragon Ball, c'est quand même un parcours d'underdog, parce que il perd contre Tao Pai Pai, avant de réussir de le battre. Ah, il le oui. Bon, le reste du ruban rouge, il les massacre. Il les massacre, mais contre Tao Pai Pai, il était trop fort. Il se fait démonter. Contre Piccolo Daimao, il se fait défoncer aussi. Il se fait avant de revenir. C'est pour ça que c'est un Goku petit, même si c'est encore une fois, c'est Daniel Bryan. Tu sais qu'il est trop fort par rapport à tout ce qu'il a prouvé et ce qu'il a montré dans le manga, mais il va quand même avoir des parcours où il va se prendre un mur et que c'est là où il va s'entraîner plus fort et qu'il va montrer qu'il est plus fort. Le dernier qui le met vraiment l'un des derniers qui le met à l'amende, c'est Raditz. Parce qu'il c'est Vegeta. En fait, Vegeta, tu te rappelles que pour avoir relu le manga tous les deux, et on en avait beaucoup parlé. Goku se fait défoncer. Mais Vegeta dit qu'il a perdu alors qu'en fait il a pas perdu. Bah c'est pour ça que je dis, Vegeta n'a jamais perdu contre Goku parce que c'est lui c'est un génie, c'est le prince, c'est le machin. Voilà. Et en fait lui c'est plus l'humiliation parce que Goku l'a épargné en fait. Il dit pas qu'il l'a battu, c'est parce qu'en fait il l'a humilié. Ouais. Parce que dans la saga Saiyan, Goku on pense qu'il revient de chez Kaio, il est trop fort et tout, et en fait il tombe sur un mur infranchissable. C'est l'alliance de tous ses amis qui battent Vegeta. Parce que lui, il se fait défoncer. Dès qu'il se met en gorille, dès qu'il se met en Ozaru, Vegeta, il le défonce. C'est ça. Voilà. Mais par contre, après, quand il arrive à Freezer et qu'il passe en Super Saiyan, Sangoku, il est plus fort. Voilà, il est plus fort que Freezer et tu le sens dans le manga parce que tu vois que quand Et tout le long, ce sera le limite le plus fort. Bah, c'est le plus fort. Voilà. En fait, à un moment, le truc, c'est qu'en fait, Toriyama, il a fait un personnage qui est tellement fort que tu es obligé de l'enlever du récit. Pour pas qu'il soit, parce que sinon ça devient, en fait, sinon, je connais pas trop One Punch Man, mais en fait, c'est presque ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Putain, on parle loin. Il faut enlever, désolé les amis, on parle pas trop de catch, on parle un peu de tout, j'espère que non, mais c'est parce qu'il faut vraiment expliquer pour ce Underdog, après on va passer sur les exemples. Mais, c'est parce qu'en fait, ouais, Sangoku, il est pas là, justement, pour donner de la place aux autres. Oui. Parce que s'il est là, en fait, même contre Cell, il sait que Cell est plus fort que lui, mais il a déjà son plan pour battre Cell. Ouais, c'est ça, il est trop fort, là. Parce que là, du coup, là, c'est lui le génie complet à établi. Et si après là, peut-être des meilleurs films d'Underdog de l'histoire, c'est Rocky. Eh ben oui, parce que le mec, tu sais que le gars, il a un potentiel de... bien vu, Thomas. Et après, on part ça sur le catch. Le Rocky, c'est le parcours d'Underdog parfait. C'est le mec, il est personne, en fait. C'est un mec lambda de Philadelphie. Il est choisi pour affronter le champion mondial. Juste à cause de son surnom. Oui. L'étalon italien. Parce que l'autre il dit j'ai plus le nom, excusez-moi. Parce qu'Apollo dit ouais. Là affronter
Les talons italiens, c'est génial, donc vas-y. C'est ça. Et qu'en fait, les gens qui le voient un peu dans les backrooms de boxe savent qu'il est fort. Oui, bah c'est pour ça que par exemple Mickey lui en veut. Lui en veut, ouais. Mickey a l'impression qu'il gâche sa vie. Il gâche sa vie parce que le gars, en fait, il a un potentiel de ouf. De ouf, et comme il est gaucher, il y a eu des rares boxeurs gauchers si forts. Et en fait, ça va être tout un parcours d'entraînement. Donc lui, c'est vraiment le mec qui va se défier. Et en plus, même lui-même ne croit pas en lui. C'est encore un autre style d'underdog. C'est que même lui-même n'y croit pas. Et pour lui, le but, c'est ne pas perdre. Il ne veut pas gagner, il veut pas perdre. Survivre. C'est de survivre. Dans le premier, c'est de survivre. De survivre, c'est ça. Et dans le deuxième, tu as justement son parcours pour revenir. Exact. Pour se représenter, parce qu'en fait, parce qu'il veut plus boxer à la fin du 1. C'est pas qu'il veut plus, c'est qu'il ne peut plus. Il peut. Alors à la fin du 1, lui, il a quand même l'œil, c'est des dégâts qui sont irréversibles. Il a gagné une grosse somme d'argent par rapport à son combat, mais bon, il a jamais trop su gérer. Et puis Rocky est un personnage qui est un peu, comment dire, bête, mais dans le bon sens du terme. Candide, c'est un bon gars. Candide, c'est pas une lumière, Rocky, je parle en termes de gestion d'argent. Il a fait beaucoup de bêtises. Donc on voit ça dans le 3. Dans le 3, c'est encore autre chose. Dans le 3, c'est dérive d'argent. Le 3, c'est le manque d'envie de se battre. Oui, mais il a plus l'œil. Il a plus justement. Ouais. Il a plus la hargne qu'il avait dans le 1 et surtout dans le 2. Et c'est là où Mikey veut le protéger en lui donnant des matchs des adversaires comme Hulk Hogan. Mais il est pas au courant. Non, alors Hulk Hogan, c'est un show d'exhibition. Oui, mais c'est parce qu'en fait le mec n'est plus combattant comme il était avant. Il a plus l'œil. Il est champion. Il bat tous ses adversaires facilement parce qu'en fait Mickey lui sélectionne ses adversaires. Exact. Et quand il tombe sur un mec comme Clubber Lang où le gars n'a rien. On veut, mais là on n'est plus dans l'underdog au moment où Rocky, l'underdog vraiment, c'est le 1 et le 2. Et le 1 et le 2, exact. Et après le 4, c'est le héros ultime. Et le 5, il y a tout son chemin parce que un héros, ça monte et ça redescend. J'ai envie de sortir la phrase de Double Face dans le Dark Knight, c'est comme ça s'appelle, c'est de vivre j'ai plus la phrase, mais c'est de rester gentil ou de mourir avant de devenir le méchant. Mais ça c'est encore autre, encore remis. Mais c'est qu'au bout d'un moment tu peux pas rester en top tout le temps, il faudra que tu chutes. C'est pour ça d'ailleurs que les Américains ont un petit peu eu du mal avec Rocky 5, tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas voir leur héros tomber. Exact. Et après la rédemption qu'il a pas la rédemption mais le retour qu'il a dans le 6, les gens ont bien apprécié parce que le 6 c'est un bon film. Ah oui, c'est tous les Rocky sont c'est des excellents films. D'ailleurs, je vais redire la phrase de Durandal, si vous avez des enfants, vous prenez tous les discours qu'il y a dans les Rocky et vous leur faites écouter. Oui, c'est ça. Le discours de Rocky 6, il est à son fils, il est exceptionnel. On fait un big up à notre bon ami Adi qui le fait très souvent. Ouais. Qui le redit très souvent. Donc après, Rocky, c'est l'underdog au début, c'est vrai que c'est un truc de fou. Et après, il est champion. Mais justement, on va y venir quand tu vas donner les exemples, c'est que Rocky, c'est de l'underdog à ce que tu ne sois plus underdog et de continuer de raconter une bonne histoire. Et ne pas continuer sur ce chemin-là parce qu'au bout d'un moment, en fait, il n'y a plus rien à raconter. De toute façon, je serai jamais objectif sur Rocky. Ouais. Parce que déjà, je considère que c'est peut-être l'une des meilleures BO de l'histoire du cinéma. Ah oui. Et il faut quand même se dire que Stallone, qui en a pris plein la gueule au cours de sa carrière en disant oui, le mec, il est demeuré, il est débile, c'est quand même tous lui qui les avait fait. Ouais, il les a fait, tous écrits. C'est scénario à lui. Donc non, Rocky, c'est quelque chose, mais c'est vrai que c'est une belle histoire d'underdog. Moi, maintenant, je vais revenir, on vient un petit peu dans le catch. Finalement, quand t'as écouté, quand t'as dit, il faut se battre, puis tu perds, et puis tu reviens, puis tu perds, puis à la fin, tu finis par gagner. Dans ce cas, Jey Uso, c'était un super underdog. Oui, mais ce qui lui manquait, c'est le talent. Le problème, c'était le talent. C'est que les gens savaient dès le départ que ce mec-là n'avait le problème de Jey Uso. Désolé, je vais peut-être me faire bâcher. Là, on va parler un peu. Non, tu vas pas te faire bâcher. Hein. C'est pour moi, Jey Uso. Tu le sais, j'adore. Hein. Son entraide était sympa au début parce que là, maintenant, j'en ai plus. Mais au début, c'est vrai que c'était cool. Faut dire la vérité, quand il le fait à Backlash France, l'ambiance elle est quand même exceptionnelle. Par contre, le mec, moi, lui, je l'ai jamais vu comme un champion crédible. Et je me dis à un moment, ouais, ok, c'est cool, ils lui ont fait un chemin, Gunther, il a perdu, il est revenu, son frère qui se fait péter la gueule, c'est super. Mais par contre, pour moi, Jey Uso, c'est en dessous de Kofi Kingston en termes de talent. Ah bah largement. Non, mais même en termes de remerciements. Pour moi, Jey Uso, aujourd'hui, c'est cool, t'as eu ton titre, faut que t'arrêtes de penser que tu peux revenir. Oui, c'est bon, ça y est, c'est fini. La blague, elle est terminée. Avec tout le respect que j'ai pour lui. Ouais. C'était cool, hein, sauf que... J'allais dire, même le moment de la consécration, c'était pas bien. Bah, même Gunther qui perd en abandon. Ah, bref. Ouais. Mais pour moi, Jey Uso, c'est l'exemple d'un mauvais underdog. Mais d'un mauvais underdog qui a gagné. Oui. Parce qu'après, parce qu'ils ont fait le parcours jusqu'au bout. Mais il a eu le chemin de la rédemption. Voilà. Le problème, c'est que dans l'histoire, c'est cohérent.
mais que c'était pas la bonne personne à pusher comme ça en fait. C'est ça le souci. Là, si tu veux justement, là on fait le bon passage justement de changement. On va parler déjà de Daniel Bryan si tu veux. Ouais. C'est le plus important. Moi, j'ai juste envie de te poser une question avant que tu te lances vers certains trucs. C'est presque un truc facile finalement pour la WWE. Tu sais pas quoi faire comme rivalité, tu claques un underdog. Ah oui, c'est les faces les plus faciles à booker. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, t'as juste à frustrer les fans. Mais sauf que normalement, tu dois donner le bonbon au bout d'un moment. Et on y reviendra sur le dernier nom qu'on va citer de la vidéo. Sami. Mais par contre, là par exemple, cette année, il y en a pas. J'ai pas l'impression qu'ils le font pour WrestleMania. Ils l'avaient fait avec Damien Priest. Il l'avait fait avec Jey Uso. Ouais, mais Damien Priest, c'est pas un underdog. Par rapport à son physique et tout. Rien à voir. Il a gagné le titre en tant qu'opportuniste, grâce à Money in the Bank. Mais le mec, en fait, était quand même fort. Ouais, mais moi, je l'aurais dit underdog dans le fait où tu t'attends pas à ce qu'il est. Outsider, lui. Outsider. Lui, il rentre plus dans la catégorie outsider. C'est qu'un mec, tu pensais pas qu'il allait avoir le titre. Finalement, il l'a eu. Là, c'est différent. Là, on parle vraiment du booking d'underdog, de rédemption et tout ça. Il y a des gens, ils vont me parler d'Adam Page à l'AEW. Adam Page, il n'est pas considéré comme un underdog, mais par contre, c'est quelqu'un c'est dans son écriture qui est parfaite, où le mec doit monter en rédemption, parce qu'en fait, le mec, psychologiquement, il est à bout. En fait, c'est que le mec, en fait, dans son personnage, on sait que le gars, en fait, il a trop de faiblesses, il est beaucoup trop fort, mais par contre, dans le mental, on sait qu'il a trop de faiblesses, et que justement, il faut raconter comment le mec arrive en top, malgré toutes ses faiblesses et tous ses démons. C'est différent. Je connais pas trop la EW, mais par exemple, est-ce que Darby Allin, il a pas mal de cases? C'est un underdog. C'est un underdog, Darby Allin. Sauf que lui, il a dépassé le cadre où en fait, tu peux continuer de le booker comme ça, parce que le mec, c'est un crash test. Le mec, en fait, c'est Mick Foley. Spike Dudley, j'allais dire. Non, parce que Spike Dudley perdait tout le temps. Ouais. Spike Dudley, on pourrait dire un underdog, c'est un... Non, c'était pas un underdog. En fait, c'est un jobber. Ça rentre dans ce crash test ambulant aussi. Voilà. Sauf que Darby Allin, c'est quelqu'un de crédible par son crash test, malgré qu'on sait qu'il est plus petit que les autres et tout, mais comme il est plus taré que les autres, en fait, il croit. Tu sais qu'en fait, le mec, même s'il a la moitié du physique du mec, tu sais qu'il va tout donner, qu'il va aller dans l'extrême pour gagner. C'est Mick Foley, Darby Allin. C'est le Mick Foley moderne, en fait, parce que Mick Foley, il a été considéré comme un underdog, on pensait qu'il avait jamais le titre. Là, la plupart des gens ne croyaient pas en lui, en pensant qu'il était pas de champion matériel, qu'il n'allait pas être champion du monde. Dès qu'il tourne face, c'est juste parce que c'est un putain de common man, que tu te mets à la place de ce mec-là, qui faisait des promos incroyables, la promo quand il est en mankind et qui dit qu'il est le taré, retournerait dans le truc qui a fait le buter, bah c'est moi. Et en fait, le mec, il a eu tellement le fan following des fans, parce qu'en fait, le mec donne son corps au catch, comme Darby Allin, qu'en fait, c'est des underdogs dans leur physique ou dans ce qu'ils dégagent, mais par contre, dans leur catch, ils sont pas considérés comme des underdogs parce que les mecs sont dangereux. Ouais. Autant pour eux que pour leur adversaire. Ouais, c'est vrai. Donc c'est des underdogs à part eux, ils sont vraiment dans une autre catégorie. C'est que t'as plusieurs underdogs. Mick Foley, par contre Mick Foley, c'est vrai que je pense qu'on est peut-être sur même plus encore que Dusty Rhodes sur le Common Man. Pas autant. Ah ouais, parce que moi Mick Foley, pour moi, ils se tiennent la bourre si tu veux. Ouais. C'est que pour la WWF, oui. Je pense que c'est le Common Man absolu pour la WWE. Ouais. Le Dusty Rhodes, on en parlera dans des vidéos de l'histoire du catch ou des trucs comme ça, ou quand on fera la famille Rhodes, je sais pas, je t'en parlerai de Dusty Rhodes parce qu'il faut que je réétudie. Lui, en plus, c'était le Common Man, mais c'était pas un underdog, Dusty Rhodes. Il y a pas des gens qui croyaient pas en lui. Là, je parlais vraiment de Common Man. Hein. Ah oui, c'est ça. Non, oui, mais que Common Man. Oui, mais c'est pour ça, c'est deux Common Man, sauf que Mick Foley, on sait qu'il est dangereux par rapport à son catch. C'est un Common Man, mais c'est quand même un underdog parce que personne ne croyait qu'il allait devenir champion. Dusty Rhodes, c'est totalement différent. C'est que dans son physique et dans ses promos fédérateurs, c'était le Common Man parfait. Mais par contre, c'était quelqu'un qui avait une stature, Dusty Rhodes. C'est pas un mec où on se dit, il va jamais y arriver. Non. C'est qu'en fait, lui, il était fédérateur. C'était l'homme du peuple, mais l'homme du peuple fort. Justement, le rêve américain. C'est pour ça que c'est son surnom. Tu vois, voilà, j'ai tout dit. Voilà. Tout est bien fait. Voilà, tout est bien fait. Tout est bien dit. Et là, c'est vrai que cette année, tu te dis, le WWE a pas trop voulu le faire pour WrestleMania. Bah, tant mieux. C'est pas plus mal. Puis peut-être parce qu'elle avait pas de bon mec aussi. Ouais. Vu que ils ont là, le truc, c'est qu'ils ont mis quelqu'un qui a toujours pas dépassé son statut d'underdog et qui gagne un titre sur un mid-carder solide avec une intervention alors qu'il est censé être face. De Sami. Mais on y reviendra à la fin. Alors là, tu veux parler un peu de Daniel? Je voulais parler de Daniel Bryan. Là, c'est la plus grosse. Tu crois que c'est le meilleur underdog de l'histoire? Avant que tu parles de Daniel, quand on a préparé l'émission, tu m'as dit, j'ai des noms pour la WWE, j'ai des noms pour la WWE, et j'ai pas de nom pour le Japon. Le Japon, il n'y a pas d'underdog? Le Japon, c'est pas leur délire, même s'ils ont l'esprit... Pourtant, c'est quand même les inventeurs du shonen. Voilà, ils ont l'esprit fighting spirit, ils utilisent beaucoup dans les matchs le fighting spirit, l'esprit shonen, justement, et tout ça. Le truc, c'est qu'on sait que la manière dont ils bookent les catcheurs,
et la manière dont comment c'est fait, les mecs, on sait que c'est des gros sportifs et qu'en fait c'est des combattants. Donc en fait les mecs, même s'ils sont nouveaux, on sait qu'ils sont forts et on sait qu'ils vont tout donner, même s'ils vont se prendre des murs. Parce que avant, si tu es gros fan par exemple de la New Japan, c'est eux le meilleur exemple, c'est que ils étaient Young Lion avant, qu'ils étaient déjà des jeunes qui se faisaient casser la gueule toute la journée, qu'ils apprenaient le métier, ils partent en excursion, ils reviennent, on les présente avec une nouvelle gimmick, un nouveau personnage. On sait que c'était les Young Lions, on sait que les mecs avant, ils étaient des jobbers, ils reviennent, ils veulent devenir des stars, et ils rayent les dents, et en fait, eux, c'est le fighting spirit pour combattre, pour être champion. Et quoi qu'il arrive, t'es combattant, en fait. T'es combattant. Quand t'es à la... Il y a pas un Japon, truc où on croit pas, combattant. voilà, il y a pas le truc où le public croit pas en eux parce qu'ils vont pas y arriver. C'est pas ce truc-là, tu vois. Le seul moment d'underdog que tu peux avoir au Japon, New Japan, hein, parce que je n'ai pas assez étudié les autres pour te dire comment ça fonctionnait. Je sais qu'à la Japan, ça fonctionnait un peu pareil. Dans les autres fédérations, je sais pas trop. Le seul moment très underdog qu'il y a à la New Japan, c'est quand il y a un match entre un junior et un poids lourd. Oui, voilà, parce que oui, le junior, ou oui, parce que Tu sais que le poids lourd, en fait, il est beaucoup plus fort et qu'il va Oui, gagner. voilà, c'est normal. Mais en général, quand ils font ce truc-là, je sais que durant les shows anniversaires du New Japan tous les ans, ils aiment bien faire le champion du monde junior contre le champion du monde poids lourd. Mais le truc, c'est que le mec est champion du monde junior, on sait qu'il est fort. Il n'y a pas de truc, on croit pas en lui. On sait juste qu'il va affronter quelqu'un qui est plus fort dans le physique et dans son catch que lui. Tu sais à quoi ça me fait penser, ça? Ça me fait penser au basket. Quand t'as les Jeux Olympiques et que t'as une équipe, quelle que soit l'équipe, qui affronte les États-Unis. Quoi qu'il arrive, même si l'équipe, c'est l'équipe de France, l'équipe d'Espagne, l'équipe de Canada, l'équipe de qui tu veux, qui est une équipe exceptionnelle sur le papier, mais face aux États-Unis, tu seras toujours underdog. Bah, c'est dans le judo, n'importe qui affronte Eddie Riner, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça. Tu sais qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a un boss final, en fait. Ouais. Tu peux être le plus fort que tu veux, on va te voir comme un underdog juste parce que t'affrontes le boss final. Exactement. Oui, mais c'est intéressant aussi. C'est intéressant Parce aussi. que là, c'est l'underdog compétent, mais en fait, Voilà. quoi qu'il arrive, tu sais que quand tu vas arriver face à Teddy Riner, c'est comme le FCMS quand il affronte n'importe quelle équipe. C'est toujours l'underdog. Ouais. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, Et c'est là où on va faire la transition avec Daniel Bryan, qui est probablement le meilleur underdog du monde parce qu'il y a beaucoup trop de couches sur l'histoire du personnage entre les gens qui connaissent Bryan Danielson avant qu'il signe à la WWE, entre les fans lambda qui vont s'attacher à la personne, et entre ce qu'il représente dans le ring. J'aurais rajouté un quatrième point, moi. Les gens aussi qui savent que la WWE ne croyait pas en lui. Aussi, Parce que le que fait ça, que la machine n'était pas derrière. Ça, c'était vrai. Oui, voilà. Quand John Cena, tu vas certainement en dire, quand tu vas en parler, lui dit que t'es un A- ou un B-. Non, justement, John Cena, lui, c'est celui qui lui donne l'opportunité. C'est les Triple H qui lui dit que t'es un des plus player. Tu sais que par contre, Triple H le pense. Oui. C'est pas une... Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça a autant marché. C'est parce qu'en fait, ça touchait la réalité. Daniel Bryan, le mec sort de son run de circuit indépendant. Dans tous les yeux des gros fans de catch qui ont suivi la Ring of Honor, qui ont suivi tout ce qui se passait autour de la WWE, il est déjà considéré avant de signer la WWE comme le meilleur catcheur du monde. Parce qu'en fait, le mec, il est trop fort. C'est le catcheur le plus technique sur la planète. Le mec, pourtant... Vraiment, en fait, pour toi? Ah bah oui. C'est vraiment le meilleur. Actuellement, il se tient à la bourre avec Zack Sabre Jr. Non, mais alors, là, maintenant, il commence à avoir un certain âge, il est un peu... Ouais, mais... Moi, je te parle à cette époque-là. À ce moment-là, oui, c'est indéniable. Ok. À tel point que je donne l'exemple, c'est que Dave Meltzer, que vous connaissez très bien, qui a sa newsletter et qui est le spécialiste le plus connu dans l'histoire du catch, qui donne les étoiles. Quand il donne ses awards, on a fait un live justement où on a review les awards de l'année dernière. Il y a toujours l'award du best technical wrestling of the world, donc le catcheur le plus technique de la planète. Le prix s'appelle le prix Daniel Bryan. Non, mais moi, ce que je te demandais, c'est si c'était vrai. Ah bah oui, c'est vrai. Là, c'était vraiment le meilleur catcheur du monde à l'époque, les gens le savaient. Oui, les fans de catch, le savaient. Ok. Le truc, c'est qu'on signe à la WWE, la plupart sont contents parce qu'ils signent enfin dans une grosse ligue, et on se dit, enfin, ce mec-là, il est tellement trop fort, il doit signer dans la grosse ligue. Le truc, c'est qu'on est tous pas dupes, on se dit, il est très petit, et il a pas de charisme. Il est pas exceptionnellement beau. Oui, il est pas beau, et en plus, vraiment, quand tu regardes son énorme run de champion Ring of Honor, il avait limite le crâne rasé, en plus, donc il avait aucun charisme. Son charisme était dans le ring à ce moment-là. Mais il avait déjà de la personnalité. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. Parce qu'à WWE, on a mis du temps avant de voir sa personnalité. Parce que justement, il le voyait arriver, on dit, ouais, tout le monde sait que c'est un bon catcheur, mais on va le booker justement comme un underdog. Le problème, c'est dès le début. À la WWE, ça ne suffit pas. Ça suffit le pas. Talent. Ça suffit pas le talent in ring. Même s'il avait la personnalité, le truc c'est comme si CM Punk a dû se battre pour montrer sa personnalité. On peut faire un petit point CM Punk 30 secondes. Vas-y. Si ce qu'il a fait aux fans, t'as lu l'histoire là?
c'est pas kayfabe, c'est le plus grand con de l'histoire du catch. Ouais. Il bat Ryback. Non, mais pour moi, c'est le plus grand connard. J'arrête pas de le répéter toutes les semaines. Non, là, c'est pas connard, c'est con. Faire ça, si c'est pas prévu, faut être à demeurer. Avec le double fuck et tout ça. Avec le fan, ouais. Parce que le fan est pour Roman Reigns, et tu t'énerves comme ça, si c'est... Mais on sait qu'il est bourré d'ego. Moi, ça m'étonnerait pas que ce soit la réalité. Si c'est la réalité, c'est le plus grand demeuré. C'est le plus grand demeuré d'histoire du catch. Ouais. Je sais pas, il est au-delà de Ryback. Ouais, mais on en parle toutes les semaines. Donc, non, mais là, voilà. C'est vrai qu'il y a eu ça avant j'avais pas vu la news durant le live. Parce qu'on en a parlé durant le live. Mais là, quand j'ai lu cette news, je me suis dit, alors, si tu fais ça, et après on revient, si tu fais ça pour entretenir ta rivalité, faire de toi le top heel, machin, pas de problème. Alors que non, il est face. Ouais. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça, moi, je te dis, il y a de grandes chances que ce soit vrai. C'est parce que le mec a tellement un ego plus gros que tout le monde, qu'en fait, le mec, si tu touches son ego de n'importe quelle manière, alors que depuis qu'il est corporate, il est censé s'être calmé avec les fans, on voit qu'en fait, il a toujours des relents. Je pense. Tu vois. Là, ça m'a... Alors là, ça me... Désolé pour la digression là, mais c'est... Il est au-dessus de Ryback. Ouais. Non, ça y est, c'est bon. Pour moi, là, on avait fait quoi comme émission, là, sur les demeurés du catch? Je sais plus. Non, je sais plus dans quelle émission. Parce que Derrick Rose, Adriano ou Ben Afa, c'était pas dans le sens demeuré. Ouais. Mais lui, je pense qu'il est plus fort que Ryback. Ah, non, mais là, si c'est réel, il est plus fort que Ryback. On revient sur Brian. Ouais. Brian, dès le début, par rapport Non, mais c'est intéressant parce que voilà, c'est ça. Du coup, la WWE, quand il l'engage, ils se disent, ouais, le mec, en fait, il est petit, tout. On sait qu'il est fort techniquement. Il va il était dans NXT Interville, mais par contre, le peu de matchs qu'il fait, on voit que le mec est trop fort. Même les fans se rendent compte qu'il est trop fort. Le premier match qu'il fait à NXT dans le main event, c'est contre Chris Jericho, et en fait, il lui tient la bourre. On se dit, putain. Mais sauf que, dans son physique, tout ce qu'il représente, on se dit, ouais, en fait, c'est le petit gars qui va jamais y arriver, en fait, à WWE. Et tout son parcours a été fait comme ça. Ils lui ont donné une gimmick de neuneu où il se rend pas compte que toutes les filles veulent être derrière lui parce que c'est le nerd, j'avais déjà dit, en couple avec Gail Kim, ensuite avec les Bella. Ça a mis du temps, sa rivalité pour le titre US face à The Miz, où The Miz dit mais t'es un nobody, et qu'en fait machin, mais qui va le battre parce qu'en fait le mec est trop fort techniquement. Le Miz, c'est un peu l'autre côté du miroir. Ouais. C'est le mec avec très peu de talent. En soi. Finalement il en a. Non mais, par rapport à Brian. Ah oui. Mais qui avait peut-être plus de charisme, de trucs comme ça. Ah oui, lui, c'est toute la personnalité. Ouais, bien sûr. C'est le contraire. Le The Miz, c'est le bon mec que tu peux envoyer à la télé. Oui, exactement. Faire les émissions, faire le machin, parce que après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas The Miz, un jour, on fera comme un truc. Parce que c'est le meilleur ambassadeur c'est l'un des meilleurs ambassadeurs. En costard, quand même, le mec, tu peux pas dire qu'il dégage pas. Mais bien sûr que si. Je suis tombé de lui, je suis tombé sur lui sur un film de Noël. Ouais, il a fait des films de Noël, The Miz. Tu peux pas te dire, ouais, le mec, il est pas beau. Non, quand même, tu vois. Alors que Daniel Bryan, ouais. Donc, moi, je trouve que les deux, c'est la face, c'est pour ça qu'ils ont été en rivalité à ce moment, parce que ça oppose tellement de choses. C'est intéressant. Ouais, bien sûr, c'est intéressant. Et en fait, Daniel Bryan, c'est que le gars, juste par rapport à son catch, en étant en mid-card dans machin, en fait, il va grimper. Au bout d'un moment, on se dit, ouais, mais vu son physique, vu il monte de la personnalité un peu insupportable, il va commencer à être heel. Le début des Yes Movement, c'est un mouvement de heel. C'est ça qui est fou. Où il va rester à devenir champion du monde pour se faire baiser par Sheamus en 28 secondes, là. En fait, tout doucement, par son talent, je sais pas pourquoi Vince McMahon va le pusher. Peut-être parce qu'il sentait un truc, je pense quand même, il se dit, je peux le mettre, même si j'y crois pas, je vais pouvoir peut-être le mettre, parce qu'en fait, le gars, c'est quand même un bon gars et un bon soldat, mine de rien. Ouais, après, il y a aussi un point que je veux qu'on dédouane la WWE par rapport à Daniel Bryan. C'est vrai que Daniel Bryan avait un souci quand même, c'était celui de se blesser pas mal. Bah oui, parce que le gars a trop donné. Voilà. Non, il donnait tout. C'est le seul point. C'est Chris Benoit moderne. C'est le seul point que, oui, c'est vrai. C'est vrai. Sur beaucoup de points. C'est pour ça que j'ai fait un petit stop parce que je me suis, mais c'est vrai que Daniel Bryan, c'est le seul point que je peux comprendre la WWE. Ouais. Quand elle dit à un moment, on peut pas capitaliser sur un mec comme lui parce qu'il se blesse tout le temps. C'est ça. Mais par contre. Mais avec son talent in-ring et que enfin on lui a donné le personnage de heel qui lui a permis de montrer de la personnalité. En fait, quand tu deviens heel, c'est beaucoup plus facile à montrer que t'as des personnalités que quand t'es face. Quand t'es un mec qui a pas trop de charisme et que tu dois marcher en tant que face, en tant qu'underdog, ça peut marcher. Des fois, ça marche, mais en fait, le mec, il a besoin de profondeur. Et Daniel Bryan, justement, c'est pour ça que j'ai l'underdog parfait. Parce qu'en fait, il a eu toute l'évolution qui va l'amener à devenir le héros du peuple. Parce que le mec, on sait qu'il est trop fort, les fans de catch, mais les lambda se disent, ouais, mais en fait, c'est un mec lambda. Le mec tourne heel, on se dit, il est insupportable. Par contre, il délivre dans le ring, il est insupportable. Et en fait, le mec, tellement il va faire le truc fédérateur des yes et des no, qu'en fait, ça va prendre aux yeux du public, et en fait, il va faire un face turn organique. Et puis, il y a aussi le fait, je pense que tu te demandais pourquoi Vince, c'est qu'aussi lui, il a souvent transformé entre guillemets, des trucs de merde en or. Oui, bien sûr. Parce que le hug avec Kane,
Oui, bah oui. Tu vois, on lui a quand même claqué ça, je pense, sans avoir aucune idée de ce qui allait se passer. Et le gars, il en a fait un truc de fou. Mais le truc, c'est que c'est dans toute cette période-là, c'est qu'il est il va perdre le titre face à Sheamus. Derrière, il va rester autour d'une personne importante à ce moment-là qui était Jelly. Into, il va affronter CM Punk. Donc du coup, Vince McMahon, pour une fois, il va donner un truc que les fans voulaient, voir un match de Indie Darling entre CM Punk et Daniel Bryan. Ça a donné une super rivalité dans un match. Et derrière, ouais, le mec, en fait, il pète les plombs à propos des fans parce que il gère plus sa colère. Il voit le mec face à Kane et ça va donner Elno, qui a donné un truc de fou. Un truc totalement lunaire, et en fait, ça a Et c'est pour ça, c'est ce que je te dis. Je pense qu'en fait, Vince, il a claqué ça parce qu'il savait pas trop quoi faire de Kane et de Daniel Bryan. Ouais. Et ça a fait des Ça a étincelles. été fait de la magie parce que les mecs sont trop forts. Et ça, je pense que Vince, il aime bien. Ouais. Tu vois, il aime bien parce que Bah finalement. non, parce que quand c'est un truc qui devient over. Ah oui, mais sauf que c'est lui qui le décide, c'est vrai. Donc, C'est lui j'allais qui dire le que quand c'est lui qui le décide pas, ça les fait chier. Là, c'est lui qui le crée. Là, c'est lui qui, ouais, le Elno, c'est lui qui a eu l'idée. C'est comme le New Day. Ouais. Le New Day, en fait, quand ils explosent tout, on les a quand même fait hausse de WrestleMania, Ouais. on leur a quand même Bah, donné. New Day, c'est l'un des seuls contre-exemples de ça. C'est que, en fait, les mecs se sont fait tout seuls, mine de rien, dans leur coin, et en fait, ça a été tellement populaire qu'il a dit, non, mais vas-y, en fait, Mais j'en donne tout. Après, il leur a tout donné, mais c'est vrai que c'était plus facile de tout donner à ces mecs-là parce que c'était pas vers le titre. Exactement. C'était pas en poster en boy. équipe, Ouais. c'était en host, c'était en comic relief, Ouais. c'était en tout. Mais Daniel Bryan, moi je me dis, je pense que Vince s'est dit. Mais putain, New le Day, mec- c'est un bon exemple parce que ils sont, pour devenir divertissants, ils sont heal et ils passent face en organique. Et en fait, le truc, c'est que c'est très souvent ce qui va donner les mecs les plus cool, c'est qu'en fait, ils ont besoin d'être heal, d'être contre les fans, pour que les fans se rendent compte à quel point ils sont cool. Parce que moi, t'as un truc que t'as pas dit aussi pour plomber Bryan. Hein. Ouais. On lui a changé sa musique. Oui. On lui a enlevé The Final Countdown. Non, mais non, il l'a jamais eu, hein. Non, mais il l'avait dans les. Circuit indépendant. Si la WWE elle veut, Elle aurait pu. elle aurait pu. Mais elle a jamais voulu. Et Pourquoi en plus, lui- la musique qu'on lui donne de base. Voilà, c'est ça le problème. C'est une blague, hein. On lui donne la chevauchée des Valkyries. Oui, c'est ça. C'est plus dans le sens là que j'allais dire. J'ai envie de citer FHA, ça fait longtemps, un petit paraphrase de Rabbi Mentor, ce serait plus Jean-Marie Le Pen qui rentrerait sur une musique comme ça m'avait fait bien rire, mais voilà, donc Non, c'est vrai que c'est vrai que c'est humoriste, c'est vrai que tu vois pas du tout un mec arriver avec ça, quoi. non, mais surtout Daniel Bryan, quand tu sais le parcours qu'il avait en circuit indépendant et machin, tu te dis mais putain, mais c'est une blague. Ouais, Et c'est en fait, ça. le mec il va rendre la musique over, Ouais, over, oui. parce que le mec est tellement trop fort, c'est qu'on va s'attacher à cette musique mine de rien, à tel point qu'à la WWE il l'a, hein. Oui, non mais Il a un remake. on lui a pas reclaqué The Final Countdown là. Que dans des choses spéciales parce que Tony Khan il a dit ça coûte cher quand même. Ah, ça doit coûter Europe, ça doit pas être Ouais. donné. Hein. Oh là, le groupe Europe. Il a dit je le donnerai pas à tous les shows parce que ça coûte cher. Ah, ça doit coûter, ouais. Ouais. Alors que la chevauchée des Valkyries aujourd'hui, c'est libre de droit. C'est libre de droit et du coup il a un remake beaucoup plus moderne maintenant et en fait c'est cool quoi. Ouais, ça va, c'est cool. C'est ouais. cool, en fait il a rendu ça cool. Et après Elno, il va y avoir le truc où tout le monde veut Daniel Bryan. Ça commence tout doucement, on se dit putain Daniel Bryan il est trop cool. Ils ont tourné face, ils ont affronté le Shield où ils se sont fait dégommer par le Shield et tout ça. Et on se dit merde, en fait Daniel Bryan c'est vraiment quelqu'un. En plus il avait commencé à essayer de se dire bah comme je suis pas très beau, je suis pas très charismatique, il a commencé à se laisser pousser la barbe et les cheveux. La barbe lui fait du bien. Et les cheveux aussi. Ouais, oui, c'est Même vrai. s'il avait un peu une dégaine de Clodo. Mais Le bon Clodo, pas le CM Punk. le bon Clodo, tu vois, ou Sami Zayn, qui est un Ouais. bon Clodo aussi, tu vois. Mick Foley, qui est un bon Clodo aussi. Putain. Très souvent, les mecs commandement comme ça, ils ont les cheveux longs, la barbe, et en fait, on se dit, ouais, je peux les rencontrer à la supérette du Moi, je vais coin. me laisser pousser les cheveux. Voilà, tu peux plus. C'est vrai, C'est comme moi, on peut plus. c'est vrai. Voilà. Faut arrêter de vivre dans le déni. Heureusement, on a la barbe. Voilà. Oui, moi, j'ai arrêté de vivre dans le déni, pour le coup. Voilà. Donc, et là, il y a ce fameux pré-SummerSlam. Je rentrerai un peu sur le détail quand on fera la vidéo sur Bryan Danielson, mais où, en fait, les gens chantent Daniel Bryan alors qu'en fait, c'est une promo entre l'autorité John Cena et pas mal de challengers, et en fait, on n'entend que Daniel Bryan. Et en fait, ils font une promo, John Cena, en fait, il lui donne l'opportunité, en fait. Et Triple H lui dit, ouais, non, mais un B-player comme ça, je veux pas viser là-dessus, et tout ça. Et on en reste ce qu'on disait tout à l'heure, le B-player. Voilà. Et C'est pas donc, de du blague. coup, ils se sont dit, on va pusher Bryan, mais je pense vraiment que dans leur idée, c'était pas qu'il soit champion. Parce que les plans pour le WrestleMania 30, de base, Daniel Bryan, je pense qu'il aurait eu un match peut-être demi-carte ou un truc comme ça, parce que de base, ça devait Triple H CM Punk, sauf que CM Punk se casse. Et dans leur tête, ils voulaient vraiment faire Batista Orton, les cons. Toi, quelle idée, tu vois. Voilà. Mais c'était vraiment ça, les plans de base. CM Punk qui part en balançant un Triple H dans sa gueule, une de mes phrases préférées, c'est pas toi qui as besoin de m'affronter, c'est pas Bah, moi c'est qui ai peut-être besoin une des seules phrases d'affronter. vraies de CM Punk, c'est que Ouais. il a dit là d'habitude c'est on a besoin d'affronter Triple H, mais là c'est Triple H qui a besoin de m'affronter. Ouais, pour regagner de l'overness. Voilà. Donc et c'est là toute la magnifique storyline de Daniel Bryan, l'underdog ultime, où toute la machine est contre lui parce que il a ce super match contre John Cena, le SummerSlam 2013, il faut le voir, c'est exceptionnel, et c'est une des seules défaites clean de John Cena face à un autre face, c'est face
Le mec bat John Cena clean dans le ring, c'est exceptionnel. Triple H qui est arbitre spécial du match. On se dit, c'est bon, le petit, il l'a fait, en plus il a battu Super Cena, il lève le titre, il turn de Triple H. Et qui défonce il était pas tout à fait face, machin Triple H, mais là il fait un vrai heel turn, il le pedigree, Randy Orton arrive avec la mallette, et en fait non, Daniel Bryan c'est une blague. Mais il a eu le titre, mais il l'aura plus jamais. Ils avaient pas quand même tenté même de quand, excuse-moi. Et du coup la promo du B-Player c'est après en fait, c'est quand je vais un peu plus loin par rapport à ça, mais quand ils le mettent un peu Daniel Bryan avec Bray Wyatt. Ouais. Parce que c'est dans les Yes Movement. C'est après la perte de titre. C'est bien, c'est après, quand il revient de blessure, ça. Ah, c'est après? Et attends. J'ai des doutes, hein. Parce que moi, je le vois sur le... C'est après. Je le vois sur le ring en train de faire des yes avec tous les fans. Mais il avait déjà été champion. C'est après WrestleMania 30, ça. Ouais, t'es sûr à 250%? Pratiquement. Attends que je dise pas de bêtises. Tu veux pas que je vérifie juste par curiosité? Donc, on a vérifié. Ouais. Du coup, c'est bien ça. Bray Wyatt, c'est avant le Rumble. C'est avant le Rumble. Et même à un moment, il fait partie de la Wyatt Family. Oui, exactement. Et c'est là où je vais te poser cette question-là. Est-ce qu'ils ont pas fait ça en le mettant avec un mec qui était super over, justement parce que la machine voulait que... Mais il soit dans un autre programme et qu'il soit pas en voilà. Mais en le mettant avec Wyatt, comme Wyatt, il est top over. Ouais. Parce que c'était over à l'époque. Ouais. Tu peux te dire, au moins c'est bien, les fans, ils vont arrêter de nous casser les couilles. Et l'autre, il va arrêter de nous faire chier. Et en fait, c'est encore pire. En fait, non, parce que le timing est pas bon. Dans le sens WWE qu'il le voulait pas en main event. Parce que, après avoir été champion de se faire baiser par Triple H Orton, il va continuer sa rivalité face Orton, où, en fait, c'est vraiment l'underdog, c'est que tout le monde veut qu'il batte Orton, qu'il prenne sa revanche de la trahison de Triple H. Et en fait, non. Même à tel point que, dans l'histoire, il se fait même baiser par Shawn Michaels. Parce qu'on sait qu'en plus Daniel Bryan c'est un élève de Shawn Michaels, il était dans l'école de Shawn Michaels, donc il y a tout un background, et c'est le dernier match en rivalité, c'est un Hell in a Cell entre Randy Orton et Daniel Bryan, et en fait on se dit c'est bon, là il y a l'Hell in a Cell, pas d'intervention, Shawn Michaels, il va être impartial parce que, ok Triple H est son pote, mais Daniel Bryan c'est son élève, et donc du coup ça va être le bon arbitre, et en fait non, en fait Shawn Michaels il trahit pas son pote, et en fait il est heel Shawn Michaels, parce que du coup il empêche Daniel Bryan de gagner. Il trahit pas la clique. Et donc, du coup, il défonce et Randy Orton repart champion. Et Daniel Bryan se fait sortir de la title picture. Et c'est là où on le claque avec les Wyatt. Et là, moi, je pense que quand on le claque avec la Wyatt, c'est que dans la tête de WWE, c'est bon. Ouais. C'est fini. C'est fini. Ouais. On va le mettre avec la Wyatt. Les gens, ils vont être contents parce qu'ils vont continuer à le voir. Et on peut partir sur autre chose, notamment Orton, Batista. Ouais, c'est ça. Et c'est là où Bryan, il a fait, partie de la Wyatt Family parce qu'il a perdu. Non, mais c'est là où il a fait en sorte que les fans, ils continuent à chanter, à devenir dingue et tout, notamment au fameux Royal Rumble 2014, parce qu'il est pas à... il perd contre Wyatt. Voilà. Dans la carte du show. Et il est pas dans le Rumble. Et là. Et en fait, tout le monde attend Bryan déjà. Et c'est là où Rey Mysterio arrive en 30. Et qui se fait huer. Et le mec est tellement over, les fans veulent tellement Daniel Bryan, que Rey Mysterio se fait huer. Et Batista se fait huer parce qu'en fait les gens ne voulaient pas Batista. Non, Batista de toute façon, lui, quand il est revenu à ce moment-là, les gens ne voulaient pas. Là, les gens ils en veulent plus. Batista ils le veulent quand il affronte pour affronter The Shield, c'est cool, mais en main event de WrestleMania. En fait, Daniel Bryan a fait que Batista, qui devait faire un retour triomphant en tant que face pour enfin affronter son pote de l'évolution, en fait, il a dû tourner heel et ça lui a fait un run très court en fait. Et Bautista, non? Bah oui, c'est là. Après WrestleMania, c'est Bautista, ouais. Déjà avant Bautista, c'était Bautista. Parce qu'à chaque fois qu'il venait, il se faisait huer. Oui, les gens ne voulaient pas. C'est ce que je te dis, c'est que c'est là où je reviens vraiment hors in-ring. Ouais. Où vraiment, je pense que dans les backstage, on a dit on le colle avec la Wyatt Family, comme ça on arrête de nous casser les couilles. Mais en fait, le public était tellement vocal. Ouais. Contre Batista, contre tout. Les yes, c'était la folie. Il y avait que le Rumble où le mec perd, où il est même pas là, où Rey Mysterio se fait siffler, je pense que là, WWE, elle s'est rendu compte qu'elle avait plus le choix, tellement il était over. Donc du coup, là, ils vont mettre la machine derrière, surtout que, juste après ce Rumble là, c'est comme j'avais dit, le départ de Punk. Et donc du coup, Triple H n'a pas de programme à Mania. Moi, j'ai toujours trouvé que ce match, à Mania, entre Triple H et Daniel Bryan, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Ouais, mais en fait, c'est le meilleur match du show, en plus. Oui, non, mais, je parle dans le booking. Dans le booking. Mais justement, c'est parce que Triple H n'avait plus de programme. Oui. Vu que, maintenant, j'ai ma réponse. Bah oui, il n'avait plus de programme. Parce que je rappelle que CM Punk se fait éliminer du Rumble par Kane, par Corporate Kane. Parce que ça devait lancer la rivalité, en fait. Sauf que comme l'autre se casse, Triple H, il a plus de programme. Il se dit, putain, en fait, l'autre, il est trop over, on n'a pas le choix. Et ça va devenir sa spécialité de devenir Joe l'incruste, j'aime bien le dire. Daniel Bryan, c'est le mec qui s'incruste dans les main events de WrestleMania, parce qu'il l'a fait 2 fois. Ouais. Parce qu'il l'a fait avec Edge et Roman Reigns plus tard, hein. Tellement le mec est over et tellement le mec est trop fort. Et du coup,
ce match-là, justement, on se dit, c'est le moment, on va tout lui donner, mine de rien. Même si, Vince, on l'arrête pas de le dire, je pense que c'est ceux sur Internet qui l'ont plus dit, c'est que Vince McMahon ne voulait pas Daniel Bryan champion parce qu'il savait qu'il y avait une potentiel qui se blesse tout le temps. Il voulait pas miser sur un cheval qui pouvait être branlant. Et le pire, c'est que ça lui a donné raison. Oui. Malheureusement. C'est ça. Donc, on arrive à WrestleMania 30. C'est vraiment l'histoire parfaite de l'underdog. Il y a le segment avant un Raw que nous, on n'aime pas, avec les faux fans qui font des yes, où en fait, il prend en otage le show. J'ai trouvé ça un peu trop. Je pense qu'il n'y en avait pas besoin. Vraiment, il n'y en avait pas besoin. Ça suffisait d'elle-même. Les fans étaient déjà là. En fait, il n'y avait pas besoin. Le yes movement, ça a dépassé le monde du catch, je me rappelle. Il y avait les mecs dans le sport qui le faisaient, il y avait tout le monde qui le faisait. Et le yes movement, déjà, c'est le truc le plus simple. Le mec, il a pris je l'ai dit durant le dernier live, le mec a juste dit oui. Ouais. C'est la catchphrase la plus over de tous les temps. Le seul mec qui a une catchphrase plus simple que lui, c'est Axel Duggan. Oh, voilà, c'est ça. Et donc du coup, la WWE a fait ce qu'il fallait à WrestleMania 30, ça veut dire d'écrire l'écriture parfaite. C'est que le chef de l'autorité, dans l'écran, qui était Triple H, veut lui mettre un dernier bâton sur la route. Oui, pas que dans l'écran. Oui, Thomas faisait des guillemets. Voilà, lui dit. T'as pas gagné de Rumble, t'as pas machin, tu dois pas aller à WrestleMania. Si tu veux aller à WrestleMania, tu dois m'affronter moi. Et comme Triple H a un égomania pas pour aller à WrestleMania, si tu vas aller au main event, c'est ça. Tu dois d'abord passer par moi. Et je crois que je l'ai revérifié. Comme Triple H il est bourré d'ego. C'est le match le plus long du show. Non, mais déjà toujours. Non, mais que la stipulation, c'est que pas que si Bryan gagne, il va au main event et que Triple H il gagne, il y a rien. Non, si Triple H gagne, il allait au main event aussi. Il allait shooter les et on aurait eu l'évolution en fait. On avec le titre. Non mais là de toute façon cherche pas parce que c'est le Rumble où Triple H récupère le titre, c'est 2015 ou 2016. C'est en WrestleMania 32, donc 2 ans après. Ouais. Voilà. Mais du coup, le match est génial. Il est booké justement parce que Bryan est blessé parce qu'il s'est fait défoncer tout le long, donc il est déjà blessé. Triple H il fait parce que Bryan de toute façon c'est l'un des meilleurs sellers de tous les temps, l'un des meilleurs catcheurs techniques, j'aurais pas de le dire. Donc du coup, il se fait défoncer par Triple H, il y a un travail sous le bras qui est magique, et en fait, il arrive à passer au-dessus du boss, il le bat, et donc du coup, il a son title dans le main event, et il va passer au-dessus de Randy Orton, qui est la pièce rapportée parce que c'est là où tout le monde a rien à foutre de Randy Orton, on a bien le dire, où le mec, il y a même pas de pop, il y a pas une pop qui est pas huée, tout le monde s'en branle. C'est pas là où on a adoré un écran de télé? Si, exactement, voilà. Batista, personne le veut. Daniel Bryan, tout le monde le veut. Triple H revient dans le match avec Stephanie McMahon pour faire des interventions. Le match est pourri, en vrai. Quand vous regardez, on adore parce que c'est Bryan qui gagne, mais le match est pas bon. Il est chiant, le match, en fait. Et donc, du coup, Bryan, en fait, il défie tout le monde, et en fait, il arrive à gagner en faisant abandonner Batista, en plus. Et là, consécration, l'underdog ultime est devenu champion indisputé. Alors, là, maintenant, je veux pas trop qu'on rentre sur trop de détails de la suite. Oui. Par rapport à Daniel Bryan. Je vais aller vite pour le reste. Sinon, on fait l'émission sur Bryan, c'est pas ce que je veux. Là, tu as tout montré le parcours de l'underdog. Pourquoi, après, par contre, il n'y a pas cette retombée? Pourquoi les gens, Daniel Bryan, en fait, ça n'a pas été un pétard mouillé. Alors, il a eu sa blessure, mais je veux dire après. Oui, mais la blessure, ça a aidé. En fait. Non, mais c'est ça. Je veux dire après, Daniel Bryan, c'est pas comme un Jey Uso qu'on a mis là, puis qu'après il est tombé, comme un Kofi. Pourquoi après Daniel Bryan, en fait, ça y est, ça l'a établi. Ça l'a établi parce que tout le monde sait qu'il est trop fort et tout ça. On veut pas miser dessus, donc on se dit, il va pas redevenir champion. Il va le redevenir bien plus tard. De toute façon, il va le revenir, et en fait, il va revenir quand il aura sa blessure, où il va partir, où on pense qu'il catchera plus jamais, je rappelle. Parce que justement, là, il va avoir une descente. Quand il va revenir, il est blessé. Donc il fait il doit lâcher le titre. Quand il revient, il devient l'un des mecs les plus solides en mid-card, parce qu'il devient champion intercontinental avant de partir. Je rappelle. Donc, et que tout le monde le veut quand même, en fait. Parce qu'on était frustré qu'il ait pas eu un vrai règne, on se dit tout le monde le veut quand même. Mais le problème, c'est qu'il va avoir une énorme blessure qui fait qu'il va partir pendant tant d'années. Et ce sera après son parcours. Sauf que quand il va revenir, c'est un héros, tout le monde le kiffe, on sait qu'il est trop fort. Et en fait, WWE, ils se sont dit, il nous faut un champion dans une storyline, et en fait, on va créer le personnage vegan. Et derrière, il va servir à pousser les gens. Et quand il revient de blessure, il a changé de statut. Ouais, c'est ça, il a changé de statut. C'est exactement ça, Thomas. Et c'est pour ça que durant la période Covid, il va être collé au main event tout le temps. Parce qu'en fait, il va pusher les mecs qu'on ne croit pas, il va pusher les autres underdogs, et en général, c'est des mecs un peu techniques. Bon, il y a eu le pétard mouillé d'Ouroulak, mais il y a eu Cesaro. C'est lui qui a permis à ce que Cesaro, avant qu'il parte de la WWE, d'être pertinent une seule fois dans sa carrière. C'est parce qu'il était lié à Daniel Bryan. Il va faire la seule bonne storyline de The Fiend. Encore une fois. In-ring, tu parles ou... déjà, c'est lui qui donne les meilleurs matchs de Bray Wyatt ever. Mais, en termes de la seule storyline valable de The Fiend, qui donne un vrai truc, c'est contre Bryan. Moi, j'en ai. Et ce qui permet à Bryan de changer de personnage après son personnage de vegan. Donc, en fait, le mec, jusqu'à ce qu'il part de WWE, c'est un sans faute, Bryan. Retour lié à The Miz,
Bon, il y a Shane McMahon dans le tas, mais il est lié à The Miz, Kevin Owens. D'abord Kevin Owens, Sami Zayn, donc d'autres gars, dont un qui est considéré underdog, il va les aider. Derrière, il va avoir justement son affrontement contre le Miz. Derrière, il va tourner heel, il va pouvoir affronter Jay Styles, Brock Lesnar, des trucs de fou. Il va faire la Coffee Mania, et derrière, il va aider The Fiend en changeant de personnage, en permettant de montrer que The Fiend, en fait, il fait changer les gens. C'est la meilleure storyline de The Fiend parce que Daniel Bryan change derrière ce match. Et derrière, le gars, il va pourrir Edge et Roman Reigns. voilà. John Incruste. Je veux pas que, par contre, tu parles pas de lui à la EW. Ça, on se la garde pour l'émission. Pour l'émission. Il y a ouais. pas besoin. Parce que, du coup, là, c'est même plus un underdog. Voilà, là, de toute façon, l'underdog, ça s'arrête à WrestleMania 30 pour lui. Bah oui. Et après, bon, il y a tous ces chemins de blessures, de retour, de blessures, de retour. C'est ça. Mais lui, on est d'accord, c'est la quintessence de l'underdog. Oui. Réussi, mais dans les peu d'exemples que je voulais donner, il faut qu'on en parle de un qui est aussi l'une des quintessences d'underdog. Daniel Bryan, c'est celui qui a été l'underdog le mieux booké et qui a été sur la scène la plus grande du monde. Voilà. Mais il y a tu veux parler de celui de la ECW. Exactement, je veux parler de Mikey Whipwreck. Là, lui, c'est le premier, c'est le père de tous les Pour moi, c'est le père de tous les underdogs, c'est qu'en fait, le mec, il avait pas de physique du tout. Vraiment le common man à lui, par contre, tu te retournes vraiment pas quand t'es au leader, là. Parce que le mec, il ressemble à rien. Vraiment. En plus, il venait habillé comme un fan, en fait. Il était en t-shirt, il était en machin. Comme les personnages que je crée dans WWE. Voilà, c'est ça, ou c'est des fans, juste. Ouais, c'est ça. Le mec, pas très grand, 1m70, poids léger, 80 kilos, quoi. Même, c'est un skinny fat, il était bedonnant, tout machin. Et en fait, les fans hardcore de la SW vont le prendre pour leur petit gars. Ils veulent que ce mec réussisse. Sauf qu'en fait, le mec, il est pas aussi taré que les autres, il va se donner, mais il va se faire casser la gueule. Et en fait, à force de se faire casser la gueule, mais de toujours en vouloir, il va gravir les échelons. Il va devenir l'un des seuls triple crown champions de la ECW. Titre télé, titre mondial et titre par équipe. Il va tout avoir. Il va être en équipe avec Cactus Jack. Il va gagner son titre télé. Et la consécration ultime, c'est quand il va affronter le plus taré de tous. Le Sandman. Il va se casser la gueule une première fois. Il va réussir à le battre dans un non-titled match où il va utiliser la Singapore Cane plus fort que Sandman. C'est ouf, il va le battre sur son propre terrain. Et il va enfin gagner son titre dans un ladder match. Je crois que ça va se battre où en fait le petit gars sorti de nulle part arrive on top. Mais là, c'est le premier, donc c'est le père des underdogs. Le problème, c'est que lui, le following, dès qu'il a eu le titre derrière, il n'y avait plus rien à raconter, en fait. Donc, du coup, c'est devenu un mec lambda de la Et tu sais, ça me fait penser à toutes ces... Alors, c'est pour faire un parallèle. Ça me fait penser, tu sais, à souvent dans ces séries, quand t'as les deux personnages, tu sais, t'as les deux personnages, puis ils se tournent autour, et puis je suis amoureux, puis je suis plus amoureux, et puis machin. Puis à la fin, finit par se mettre ensemble. Rachel et Ross? Bah, ouais, non, Rachel et Ross, je parle pas de Rachel et Ross, moi j'irais plus vers Mulder et Scully. Oui. Ou j'irais plus vers, je sais plus encore une autre série qui était comme ça, Lois et Clark. Tu vois? Et à un moment, en fait, une fois que ces mecs sont ensemble et qu'ils sont, Bones, c'est une bonne, je sais pas si tu connaissais la série Bones. C'est une bonne idéologie. Une fois que les mecs ils sont en couple, tu perds une partie de ton audimat. Parce qu'en fait, c'était l'accomplissement du truc qu'on voulait voir. Raconté. Et je pense que, alors, Mikey Whipwreck, c'est un peu ça. C'est une fois qu'il est champion, qu'il a tout eu, après, tu sais plus quoi raconter d'autre. C'est ça. Donc, il va rester solide dans la SW, mais derrière, il sera plus aussi pertinent que toute sa montée pour qu'il le soit, en fait. C'est pour ça que, on revient sur ce qu'on a dit en début de vidéo, un underdog, ça doit être dans un temps. Ça doit être dans un laps de temps. Ça doit pas être un truc qui doit rester à l'infini. Parce que, en fait, après, tu ne peux plus rien raconter, les gens vont se lasser, ils vont s'intéresser de lui. C'est ce qui se passe avec Sami Zayn. On va y venir, Sami Zayn, parce que là, on est sur l'underdog, où justement, il y a un truc qui a raté, et qui a fait que maintenant, on sent pas les... Merci. Après, j'aimerais bien qu'on cite encore 2-3 autres noms. Moi, par exemple, je sais qu'à la WCW, pour citer eux, un underdog que j'aurais bien voulu, le mec qui aurait pu faire un underdog, c'est Alex White. Oui. Mais sauf qu'en fait, lui, il y avait zéro machine derrière lui, en fait. Ouais. Puis de toute façon, t'avais aucune machine à la WCW. De toute façon, oui. Ils ont aussi tenté en underdog Billy Kidman aussi. Alex White, ils ont jamais tenté. Non, Alex White, ils ont jamais tenté. Mais je veux dire, ils ont tenté sans following. Pour moi, il avait moi, je parle quand je dis il aurait pu, c'est que pour moi, il avait l'underdog matériel. Ah oui. Alex White. Clairement. Moi, quand je le voyais, déjà, le gars, il est beau. Bon, par contre, il était peut-être trop beau. Mais, lui, c'est un des mecs que j'aurais pu comprendre. Mais la WCW, ça n'existait pas, les underdogs à la WCW. L'underdog que t'as eu à la WCW, ils s'affrontent entre eux. C'était Scott Hall, quoi. Ouais. Non, même pas. Non, mais je veux dire, non, mais,
les mecs, les gars, de toute façon, ils s'affrontaient qu'entre eux. Le seul qui pourrait se rapprocher un poil de l'underdog, c'est DDP, à la limite. Ouais. Sauf que c'est plus lui dans le fan following, en fait. Dans la réception des fans. Sauf que DDP était une menace. Oui. C'est pas un mec... Ah, mais de toute façon, il n'y a pas d'underdog à la WCW, parce que de toute façon, comme ça a été booké, il y en a pas. Il y en avait dans des bas programmes, en fait, mais pas autour du main event. Si, l'underdog, c'est Hogan contre le Giant. Presque. Même pas. Même pas. C'est pour te dire qu'il y avait rien. Il y avait, limite l'underdog qui a eu le titre mondial, c'est David Arquette. Dans leur idée de con. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est nimp. Oui, t'as raison. Le WCW, ouais, le truc des underdogs, peut-être un peu Booker T. Et encore, on savait que le mec avait un background, qu'il était fort. C'est horrible ce que je vais dire, mais je pense dans les officiels de WCW, ils se disent on va pouvoir le booker comme un underdog parce que le mec est afro-américain et qu'on va mettre un afro-américain champion et ça va permettre de faire un underdog en fait. Ouais. C'est limite ça en fait. C'est limite ça. Booker T. Mais de toute façon, la WCW c'était tellement mal booké, c'était tellement n'importe quoi, c'était tellement que les mecs en haut qu'en fait tu peux pas avoir d'underdog parce que pour avoir un underdog, il faut accepter qu'à un moment le titre il change. Non mais en fait les underdogs ils étaient dans leur division à eux, ils s'affrontent entre eux. Les mecs, tu veux booker un underdog, tu les laisses en bas de carte. Tu vois? Parce que même Benoît, quand il lui donne le titre avant qu'il parte, il n'est pas booké comme un underdog parce que le mec. Benoît lui donne le titre avant qu'il parte, c'est juste un fuck. Bah oui, c'est lui qui leur a mis un fuck. Mais il n'était pas un underdog parce qu'en fait le mec était solide chez les Four Horsemen, on sait que le mec c'était un workhorse. Donc c'est pas booké comme un underdog. Tu vois, le Benoît WrestleMania 20, les gens ils vont te dire c'est un underdog, non, c'est un outsider. Ouais. On sait que c'est le vétéran qui est trop fort, qui a jamais eu son opportunité, il a toujours raté ses opportunités. Et là, ça va être l'opportunité de y arriver. Même s'il y a certains points de l'underdog. Oui. Les fans à fond dedans, les fans qui ont envie de le voir. C'est ça. Il y a quand même des similitudes. Il y a des similitudes, mais c'est pas fait pour ça, en fait, dans l'idée. Parce que c'est plus le vétéran qui a toujours raté ses opportunités. C'est l'outsider, en fait. C'est le mec, on sait qu'il est trop fort, mais qu'il est à part. Et qu'en fait, il a pas la gueule pour être champion. Rob Van Dam? Rob Van Dam, c'est même Rob Van Dam, c'est pas un underdog. Parce que Rob Van Dam, quand il arrive durant l'invasion, c'est l'un des visages de la ECW, et en fait, le mec, il est trop fort. Ouais. Donc, en fait, il est pas underdog, lui. Jeff Hardy, 2008. Jeff Hardy, c'est un underdog, ouais. Jeff Hardy, 2008, c'est peut-être aussi, on est peut-être sur aussi l'un des meilleurs. L'un des meilleurs ever, ouais. Parce que lui aussi, pour le coup, il y a quand même une continuité, parce on l'a pas refait redescendre. Et lui, on sait que ces démons fait qu'on savait que la machine ne voulait pas le mettre champion. Ouais. Donc c'est ce qui fait part de réalité. Voilà. Ouais. Et lui, tout à l'heure j'ai dit que Darby Allin c'est l'héritier de Mick Foley, mais c'est l'héritier de Jeff Hardy aussi. Parce qu'en fait Jeff Hardy c'est l'underdog parce que tout le monde l'adore. Le mec et parce que le mec on sait qu'il donne son corps et qu'il est complètement fou. Donc on a envie que ce mec-là il y arrive au sommet. Mais tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple pour Jeff. Je vais faire un petit parallèle avec Matt. Pour moi, Matt, c'est ce qu'on disait avec Jey Uso. Pour moi, Matt, j'adore Matt Hardy, mais je l'aurais pas vu underdog pour aller chercher le titre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dans sa rivalité avec Edge, je pense qu'on aurait pu en faire quelque chose. Oui, mais ça, on n'a pas fait. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Là, il y avait autre chose, parce que là, c'était même pas un underdog que t'en faisais. C'était The Vigilant. C'était, le justicier. C'était le justicier. C'était Sting avant Sting. Ouais. Enfin, le Sting après Sting. Après Sting, avant Sting à la WWE. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y avait autre chose à faire avec lui qu'ils ont pas fait. Mais Jeff, il avait tout. Pour être underdog. Oui. Et là, lui. Et lui, vraiment, toute l'année 2008, c'est que, il fait que d'échouer. Parce que le champion en face, qui était face, en plus c'était des face les matchs, hein, c'est Triple H, qui est imbutable, et qui veut pas se laisser que le petit gars, qui peut-être, il est enfin il devient enfin main eventer, mais non, tu passeras pas, t'as un mur, tu n'y arriveras pas. Et en fait, il va tout se battre, il va avoir la machine contre lui, il va avoir son frère, quand on apprendra que c'était même que son frère était contre lui, il a l'ennemi ultime qui est Edge contre lui, c'est une histoire parfaite. Ouais, c'est vrai. C'est une histoire parfaite. Non, mais je suis d'accord. Et pareil, Jeff Hardy, il a eu ce run-là en tant qu'underdog, mais après, il l'est plus. Non. Après, il est plus underdog. Après, il est plus underdog, parce qu'en fait, il a enfin été champion. On sait que le mec, c'est un des plus dangereux dans le ring. C'est une menace. En parallèle, c'est Brian après. Ah oui. Non, mais c'est comme Brian. Parce que c'est lui qui va pusher CM Punk avant de partir de la WWE. Et en fait, dans la rivalité, on met les démons en avant de Jeff Hardy, on met un peu sa personnalité, mais le mec, on sait que c'est un champion. Tu vois, c'est ça le truc. Il est toujours crédible. On sait qu'il va pas se faire casser la gueule par n'importe quel tout venant. Maintenant, on va passer à ce qui se passe quand tu écules trop l'underdog. C'est ça. Sami Zayn. Oui. Parce que Sami Zayn, déjà, on l'a booké comme un underdog déjà à l'époque d'NXT. C'était l'underdog ultime. C'est pour ça que tout le monde disait c'est le nouveau Brian et tout ça. Parce qu'en fait, à NXT, il a fait que de se ramasser face à des mecs qui étaient beaucoup plus champions que lui, même dans le comportement, parce que même lui ne croyait très souvent pas en lui.
il y avait un peu des trucs. Ça allait Non, je voulais dire avant de tousser, je parlais parce que tu parlais de Sami Zayn, ça a rien à voir, mais en termes de common man, Kevin Owens il se posait là aussi. Ouais, mais Kevin Owens. Non, je parle common man. Hein. Je Ouais. parle pas de bedonnant, Ouais. pas forcément très beau, le mec que tu peux Ah croiser oui. au bas de ta rue. Mais la différence, c'est que Kevin Owens, les gens surtout au début, surtout la WWE et même dans le circuit indépendant, c'est que ça a toujours été un heel naturel, Kevin Owens. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je dis, c'est un homme du peuple peut-être dans son physique, mais Dans pas son physique, moi je te mais parle. pas dans la réception Non, des pas gens. dans la réception. Parce qu'en fait, le mec, lui, il sait qu'il est fort. Oui. Ok, il a peut-être un physique de merde, mais par contre, il va te casser la gueule. Non, moi quand je te parlais Ouais. d'Underdog, je te parlais de Common Man, je te parlais vraiment dans le physique. Hein. Le Kevin Owens, c'est plus un rebelle. Ouais. C'est plus un rebelle. C'est Lorenzo Lamas. Voilà, c'est Lorenzo. Mais c'est beaucoup avait fait la parallèle, et c'est pour ça même qu'il a fait le stunner et que c'est Stone Cold Steve Austin. qu'il a, ben voilà, et Même que c'est si reçu de la Stone foi Cold Steve française. Austin, c'est... Il est indépassable, mais c'est, on va dire, c'est un des héritiers Ouais, de c'est un style héritier, de ouais. Kevin Owens. C'est totalement différent. Alors que Sami Zayn, dès le début, c'est un commandman. Le mec, quand même, il est québécois, blancos, rouquin, d'origine syrienne. C'est un sacré mélange, hein. Donc, du coup, il y a plein de gens qui peuvent se mettre, derrière, tu vois, comment ça s'appelle, Oui, se derrière lui. retrouver derrière lui, je comprends tout à fait Parce ce que qu'en tu fait, veux le dire. mec, c'est un melting pot, c'est un homme vraiment du peuple qui Oui. vient de n'importe Il a l'air... tu vois. Tu sais qu'en plus, il est super sympa. Voilà. Tu sais qu'en Il a plus... une bonne bouille de ouf. Il a une bonne tête. Tu sais qu'en plus, alors, ce n'est pas une critique, mais quand on avait vu sa compagne au fameux Rumble, C'est une femme. c'est une femme Femme du normale. peuple. C'est une femme du peuple aussi. Et le truc, et en plus, même dès le début, il a été bien booké à NXT en tant qu'underdog, c'est parce qu'il le fallait, parce qu'on le démasque. Je rappelle que son personnage d'avant, le personnage qu'il avait avant d'arriver à la WWE, parce que c'est aussi un globetrotter comme Kevin Owens, c'était El Generico. Et que même, le nom est une blague. El Generico. C'est que le mec, c'est le luchador générique. Sauf qu'en fait, le mec... Comme tout le... Bah, c'est... Non, j'allais faire... Comme la WWE actuelle. J'ai pas voulu le dire. J'ai pas voulu le dire. Voilà, comme tous les mecs de la triple A, quoi. D'ailleurs, en parlant de mec masqué, gros big up à Elio Lefleur. Bah, courage à Ligament lui. croisé. J'ai l'impression que tous les Français qui vont à NXT, c'est leur malédiction. Ouais. Hein, parce que Tom Laroufa, pareil. Ouais. Il se défonce les ligaments croisés juste avant avant qu'on le mette à la télé. Lui, il a eu un peu de chance d'être à la télé avant, mais il se blesse en espérant que ça va pas lui couper l'herbe sous le pied, quoi. En tout cas, Aigle Blanc, si t'as envie de venir nous parler comment c'est la WWE, t'es le bienvenu dans cette émission. Ouais. Ouais, mais je pense qu'on n'a pas le standing de Sturi encore. Ouais, c'est vrai. Voilà. Encore. Pas encore. Sami Zayn. Donc je reviens sur Sami Zayn, c'est que encore lui, il a le même truc que Daniel Bryan, c'est qu'on sait que c'est un tueur. Ouais. On sait que le mec c'est un génie du catch. On le sait. Bah, les gros fans de catch le savent et surtout les fans d'NXT le savent. Mais est-ce qu'on n'avait pas un peu oublié, parce qu'on forcément son plus gros côté underdog, sa vraie rivalité underdog, c'est avec Roman Reigns. Est-ce qu'on n'avait pas un petit peu oublié que c'était un tueur à ce moment-là? À ce moment-là peut-être. Est-ce que vu tout ce qu'on lui a mis, parce que Non, parce que lui, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il a eu le bon parcours d'underdog et en fait le truc c'est que il n'y a pas eu d'évolution après Roman Reigns. C'est ça le truc. Parce qu'à NXT Parce que- tout est bien fait. ouais, parce que Surtout on lui coupe l'herbe sous le pied où il est champion NXT qu'un seul limite qu'une seule semaine parce qu'il se fait défoncer par son pote, par Kevin Owens après qu'il ait enfin le titre. Quand il arrive en main roster, on le met face à John Cena dans l'US, il se blesse tout seul. c'est imbécile, ouais. C'est un blessure. Donc quand il revient, ça va être un mid-card for life. Voilà, c'est ça. Quand il revient, en fait, on n'a même pas l'idée, on sait que c'est un underdog, il est booké pour un underdog, mais on sait qu'on va pas l'envoyer plus haut. Voilà, moi ce que j'ai envie, c'est qu'on arrive Voilà. au moment. Ouais, mais il y a un c'est truc important avant intéressant. ça, c'est qu'en fait le mec va errer et ce qui va le sauver et qui va le rendre crédible, c'est un heel turn. Encore une fois, comme Brian. Quand il va être un excellent heel lié à Kevin Owens et après il va devenir heel solo où il va commencer même à faire ses danses, où il va être le mec de la conspiration, Oui. où il pense que tout le monde est contre lui. Oui, bah, Jericho. Voilà, il va devenir tellement divertissant et on va voir qu'il est exceptionnel au micro, exceptionnel au divertissement et tout ça en tant que heel, qui fait qu'on va lui donner des stars à WrestleMania. C'est lui qui a les Jackass à WrestleMania. Ouais, oui. Alors, en Ça soi, veut dire qu'on sait que c'est un bon soldat. voilà. Mais bon, qu'est-ce que c'est de la merde. Oui, mais le match m'a fait rire. Mais parce que je suis Jackass, j'aimerais toujours Jackass. Bon, vas-y. Voilà. Mais le mec, en fait, c'est la conspiration. Il va être formidable, c'est un titre intercontinental, mais il n'y a pas de main event prévu. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je sais pas pourquoi, le mec, en fait, il décide d'être un suceur de la Bloodline, de la de Roman Reigns, et en fait, le mec va devenir le mec le plus divertissant du show. Ouais. Il va englober dedans, et en fait, ça va devenir l'un des points centraux de cette storyline. Bah, c'est le face parmi les heels. C'est le benet parmi les heels, le mec trop candide, trop naïf, parce que Roman Reigns c'est trop cool. Tous les segments sont légendaires. Et en fait, jusqu'à ce que Roman Reigns même l'accepte, mais
toujours en ayant un recul. Il y a toujours, ouais. Il y a toujours eu le recul. Et qu'en fait, dans la rivalité, et c'est pour ça que Kevin Owens et Sami Zayn seront toujours liés de toute façon, c'est ce qui va permettre l'explosion. Parce que Roman Reigns, il est contre Kevin Owens, qui est le meilleur ami de Sami Zayn. Il le démolit. Il le démolit. Et en fait, il craque. Il craque parce qu'en fait... Il veut lui faire attaquer ce Kevin Owens, non? Ouais, il refuse. Avec le kendo stick ou je sais non, plus avec quoi. la chaise. Avec la chaise. Voilà, c'est et ça. du coup, Sami Zayn fait une Seth Rollins sur Roman Reigns, le coup de chaise dans le dos. Voilà. Et ça emmène à Elimination Chamber, à Montréal. C'est pas Rumble? C'est Elimination Chamber, à Montréal. C'est pas Rumble. Ok. C'est Elimination Chamber à Montréal. Ok. Ils aiment bien maintenant, les Elimination Chamber, c'est souvent maintenant hors des États-Unis. Oui. La Chamber, c'était Australie, Ouais, ils aiment bien faire ça maintenant. Donc, du coup, c'est, le dernier, il était en Arabie Saoudite, je crois. Ouais. Voilà. Non, pas le dernier, pas celui de cette année, mais celui d'avant, je crois. Oui. Non, Ouais. cette année? Non, cette année, non. Non, parce que je l'ai regardé, et les filles, elles étaient dénudées. Ah, oui. Elles avaient pas les tenues, donc, Oui. voilà. Et on se dit, putain, enfin, l'underdog ultime, c'est que le mec, il a fait toute une traversée, il a enfin un match de championnat, il est face au champion le plus dominant, le mec, il a soutenu la Bloodline, il les a fait gagner tellement de matchs, il a tellement fait gagner Roman Reigns, souvenez-vous du Wargame, voilà, et que on se dit, putain, ce match-là, c'est un des derniers moments de Marc de Thomas, il le répète souvent. Ah, j'ai pété un câble. Ouais. J'ai pété un boulon. J'ai marqué comme un gros porc. Voilà. Et L'entrée, je l'ai montré à ma femme. oui, c'était le seul timing possible, limite, en plus. Mais c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, c'est raté. Bah oui, parce que le seul timing où il fallait le faire, ils l'ont pas fait parce que Roman Reigns, il fallait qu'il reste champion, il fallait qu'il batte les records, les machins. Alors qu'il pouvait juste donner au moins la pop, quoi. Tu vois, c'était simple, il reperdait le titre le lendemain, on s'en branle. De Steve Finish. Ouais, de Steve Finish, il gagne et le lendemain on dit c'est annulé. Ouais, sauf qu'il l'aurait pas été dans le lignage, c'est ça qui est con, quoi. Ouais. Tu vois. Mais là, ce qu'il fallait, c'était la réaction des fans. Ouais. L'entrée, parce que à SmackDown, ils sont aussi avant au Québec. Au Québec, c'est la folie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tout le match est booké comme justement ce qu'il soit underdog, parce qu'il se fait démonter. Roman Reigns le prend pas au sérieux. C'est génial. Et le problème qu'il y a, parce que ça, on va pas épiloguer, on va pas rester dessus pendant ce temps. Le problème qu'il y a, c'est pour Sami Zayn, c'est l'après. Et ben l'après. Qu'est-ce que tu fais qu'en fait, alors je pense par contre que pour Sami Zayn, qu'il le gagne ou qu'il le perde, ça n'aurait rien changé à son utilisation derrière. Parce que là, ce qui fait que les gens se lassent et on va y venir, c'est que derrière, ils font un truc de bien, c'est qu'ils restent autour de la Bloodline, mais par équipe avec Kevin Owens. Et là, c'était le bon truc à faire. Comme ça, tu le laisses pertinent. Ils ont eu le main event de la nuit 1. C'est ce que j'allais dire. Donc, il reste pertinent, il reste dans la scène de main event, en fait. Donc ça, il n'y a pas de souci. En fait, le following de Roman Reigns est bien. C'est dès qu'il commence. De Sami Zayn, pardon. Oui, mais après Roman Reigns. Ah oui. C'est bien jusqu'à ce que ce soit fini cette connerie de Bloodline. Parce qu'en fait, il va aider aussi Cody Rhodes, les autres années après, l'année d'après. Tu vois, en fait, il va faire partie il va faire partie de toute cette storyline de la Bloodline, qui a englobé tellement de gens. Seth Rollins, Cody Rhodes, Roman Reigns, les Usos, Solo Sikoa derrière, ça a été un échec. Tout le monde, ça a englobé tout le monde. Quand ça c'est fini. Sauf Stone Cold. Voilà, quand ça c'est fini. Oui, sauf Stone Cold. Quand ça c'est fini, eh ben, on n'a pas changé le personnage de Sami Zayn. C'est que, il se bat toujours comme un underdog. En fait, c'est toujours l'homme du peuple. Il va être en mid-card, il va avoir des rivalités où ils vont pas aller au bout, genre CF Carrion Cross, où c'était catastrophique. Voilà, on s'en sert en Arabie Saoudite, parce que maintenant, comme il a le droit d'y aller, c'est l'image du musulman, et donc du coup, ça, en Arabie Saoudite, c'est bien. Mais maintenant, c'est qu'en fait, son personnage, il a plus rien à raconter. Il a plus rien à raconter, parce que même sur Carrion Cross, il pouvait faire un truc où justement, peut-être lui changer de personnage et tout ça, mais en fait, comme Carrion Cross, ils en avaient rien à branler, ils ont laissé tomber. Mais aujourd'hui, c'est trop bouché. C'est trop bouché, oui, mais tu peux. Pour moi, le truc qu'il faut qu'il fasse, et j'espère que le fait qu'il ait gagné le titre US contre Carmelo Hayes avec une intervention amène sur un heel turn. Et on fait coucou à Nico qui vient nous faire un petit coucou pendant qu'on enregistre. Salut Nico. Salut Nico. Salut. Le problème, c'est que là, c'est trop éculé. C'est que post-Bloodline, Sami Zayn n'a eu aucune évolution. Oui, c'est ça. Aucune. Il y a eu, en plus, c'est que dans son booking d'underdog, il prend la place d'autres gars qui auraient dû être bookés à sa place en tant qu'underdog. CF le Mania, où il prend la place de Chad Gable pour pouvoir aller affronter Gunther. Et là, on lui donne un parcours d'underdog où il va battre un boss final, prendre un titre, sauf que c'était pas, ça lui était pas destiné. Puis ça reste le titre, malgré tout, même si c'était génial. C'est pas le titre mondial. Ça reste un titre intermédiaire. Ouais, mais le truc, c'est que c'est génial parce qu'on a kiffé, mais les fans retiennent que non, on voulait Chad Gable à ce moment-là. Ouais. Et en fait, là, on a l'impression que Sami Zayn, comme c'est un nom établi mid-card et que le WWE se dit, ouais, mais tout le monde le kiffe, Sami Zayn, on peut le mettre à des moments précis quand on veut des stars mid-card. Sauf qu'en fait, ça prend la place d'autres stars mid-card qu'il faut pusher. Genre? Carmelo Hayes parce que là, c'était écrit Carmelo Hayes contre Rick Williams tout seul, hein.
C'était écrit. Ça va finir en triple threat. J'espère que ça va finir en triple threat. J'espère. Et au moins, il y aura un gros nom dedans. Le truc, c'est que là, les gens, quand j'entends, on va citer notre bon Loman, notre modérateur en chef, lui qui suit le catch depuis pas longtemps, il me dit, Sami Zayn, j'en peux plus. Au-dessus, c'est le sommeil. Quand je le vois, je souffle. C'est ça. Et d'entendre ça. C'est Lenscade. Voilà. Pas Lenscade. C'est Charlie Haas. Non, moi je pensais au Canadien. Lenstorm. Lenstorm, c'est ça, c'est Lenstorm quand voilà. quand Stone Cold chantait Boring. Quand j'entends ça, mais vu le booking, je comprends totalement ce sentiment. Mais moi qui connais Sami Zayn et par rapport à tout son parcours, ça fait mal au cœur. Le problème, c'est la faute de la WWE. Le train est raté. Déjà, le train, il est passé depuis 25 ans. Voilà, on l'a dit durant le live. C'est juste que là, en fait, la gimmick d'underdog pour Sami Zayn et pour tous les underdogs, ce sera plus ou moins la conclusion de ça, c'est que comme ça doit être dans un temps court derrière, le mec, il faut le faire évoluer. Même si tu le laisses face, ou que tu le passes heel, en fait, il faut trouver un truc pour changer cette gimmick. Parce que c'est écrit dans le temps, là, Sami Zayn, c'est toujours un underdog. On se dit toujours qu'en fait, il va galérer contre d'autres. Et le problème, c'est que là, dans la manière dont il le book, en fait, on le voit plus comme un underdog, on le voit comme une pleureuse. Ouais. Et donc, du coup, si on le voit comme une pleureuse, c'est peut-être le moment de le tourner heel, ou de lui changer de personnage. Sauf qu'ils auraient dû le faire avant. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai peur que tu le fasses heel, que tu le fasses face, que tu fasses ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le nom établi de la mid-card, et qu'en fait, tu le vois plus autrement. Oui, mais du coup, pour sa carrière à lui, pour pas que les fans, au bout d'un moment, il ait une go hit et ça l'amène peut-être à un licenciement, alors que le mec, qui normalement fait partie un peu des intouchables de WWE, il faut que le mec, si tu veux le laisser cohérent, il faut arrêter cette connerie, il faut arrêter son parcours d'underdog, en fait. Il est beaucoup trop long. Mais ça date pas de 2026. Ah non. Mais là, on arrive au bout du bout, à tel point que les fans, les nouveaux fans, ou même certains, ou personnes qui ont adoré Sami Zayn, veulent plus le voir. Parce qu'ils ont trop éculé cette gimmick. Je vais te poser une petite question, là, il nous reste une dizaine de minutes. Tu as l'idée en tête d'un mec qu'on a voulu faire en underdog et que ça a raté? Mais je parle même avant. Hein. Avant sa prise, même avant son... Qu'en fait, les gens n'ont jamais été derrière. Pour le titre mondial, je crois pas. Il me semble pas. Je suis en train de réfléchir, je n'ai pas le truc en tête. Je sais qu'ils ont essayé des trucs comme ça dans les mid-cards et dans le low-card pour voir si le mec, on pouvait peut-être l'envoyer plus haut et finalement, ça a jamais marché. Moi, je pense par exemple à un Maven. Ouais, Maven, où ils ont voulu, lui, justement, comme c'était le mec de Tough Enough, ils ont voulu le pusher en tant que le rookie qui va galérer, mais qui va rester un grand play, les échelons. Et en fait, les gens n'avaient rien à foutre de sa gueule. Ouais, ça, c'est un bon exemple, là. Les gens n'avaient rien à péter. Mais vers le titre mondial, il y en a pas. Hein. Non, parce que quand on t'emmène vers le titre mondial, c'est que t'es quand même établi. C'est que ça marche. Et puis t'es quand même établi en tant que catcheur. Ouais, c'est que ça marche. Voilà, on va pas choisir le premier lambda venu, quoi. C'est voilà. C'est vrai. C'est compliqué de trouver, mais des catcheurs qu'on aurait vu avoir mieux en termes d'underdog, ouais, c'est vrai qu'en général, c'est souvent quand tu commences ta carrière, quoi. Ouais, c'est ça. Zach Gowen. Zach Gowen, il fait partie des grands underdogs, même si c'est très court. Mais justement, en fait, ça colle bien parce qu'en fait, du coup, on a un bon souvenir, même si c'était vraiment immonde comme storyline et que c'était encore une storyline de McMahon. Mais le mec, c'était le catcheur inujambiste. Le mec, il manquait une jambe. En fait, les gens étaient derrière parce que le mec est handicapé, mais en fait, il faisait des trucs de ouf. Mais par contre, on lui a pas donné derrière. C'est juste que son run, c'est un run parfait d'underdog. Parce qu'en plus, le mec est face à Brock Lesnar, face au Bischoff, face à McMahon. Là, en parlant de catcheur qu'on a décrit comme un handicapé, il y a Eugene. Eugene, ouais. Mais Eugene, c'est un peu underdog aussi, ouais. En fait, c'est le mec, tu te dis, comme il est neuneux, il va jamais avoir un match de championnat, jamais un truc, et en fait, il va réussir à l'avoir, parce que aussi, le mec c'est, comme j'avais dit, c'est, comment il s'appelle? Tom Hanks dans, dans Forrest Gump. C'est qu'en fort. fait, c'est qu'il est trop fort, en fait. Il est trop fort. Voilà. Donc ça, c'est un bon booking, mais pareil, ça, c'est dans le temps. Très court. Parce que Eugene, tu savais qu'au bout d'un moment, c'était... de toute façon, fallait arrêter. À un moment, il n'y a pas d'espoir pour une carrière, pour un truc comme ça. À un moment, stop, quoi. Ouais, oui, c'était plus possible. Mais dans le temps court, ça a bien marché. Tu vois. Orange Cassidy à la AEW, ça fonctionne. Parce que lui, il n'est pas considéré comme un underdog. C'est juste que le mec a la flemme. Mais qu'en fait, il est trop fort. Tu vois, c'est encore un autre perso, tu vois. Encore autre chose, ouais. C'est encore autre chose. Et pourtant, la gimmick marche encore. C'est ça qui est fou, hein. Les gens ne lâcheront jamais. Parce que lui, il a un fan following de malade mental. Je suis en train de réfléchir encore si j'ai quelques noms qu'on peut citer comme ça, mais je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. On a parlé des plus grands. T'as parlé de celui qui a réussi et qu'on a transformé ensuite avec Daniel Bryan. Et on a dit... il y en a où vraiment la machine voulait pas être derrière. Et qu'en fait, il a eu des bons moments, mais le lendemain, on a dit stop, tu vois. Genre Zack Ryder.
Ouais, mais ça, oui, Zack Ryder, il y Zack avait ce Ryder, potentiel. quand il gagne le titre intercontinental à je sais plus quel WrestleMania, il perd le lendemain contre le Miz. Il s'en branlait, en fait. Ils lui ont donné juste un bon moment, mais vas-y, on s'en fout, toi. Il y en a eu plein comme ça. Le parcours de rédemption de Kurt Hawkins, où le gars, c'était le mec qui avait la plus grosse losing streak de l'histoire de WWE. On le met en équipe avec avec Zack Ryder, justement. On refait les Edgeheads, mais sauf que là, les Major Brothers, sauf que là, en fait, ils ont chacun leur gimmick. Et en fait, on les fait battre FTR, où ils deviennent enfin champion par équipe. On aurait pu avoir Mikey Repwek, c'est en quelle année? À la UCW. Ouais, C'est 95. dès le début, 94. Ouais, 94-95. Mm. On en parle un petit peu. On aurait pu avoir à la WWE Barry Horowitz. Horowitz, C'est ouais, pareil. un jobber qu'on a décidé Un jobber qu'on a dit de pocher. Sauf que les gens s'en branlaient. Oui, mais c'est. Ça a marché un petit peu au début, et en fait, dans le following, les gens s'en Tu sais, foutaient. tu peux pas aller plus haut. Ouais, en fait, c'était pas possible. Mais il y a eu plein de tentatives comme ça, en fait, où on essaie de faire des parcours d'underdog, en plus, entre guillemets, ils le font bien, parce qu'ils le font dans un temps court, sauf que s'ils voient que les fans s'y attachent pas ou veulent pas, bah, ils laissent tomber le truc, quoi. Normal. Voilà, normal. Ou, parce que c'est encore différent que quand les fans sont derrière un mouvement qu'eux n'ont pas créé, c'est encore différent parce que c'est pas de l'underdog, tu vois. Par exemple, quand il y a eu le Rusev Day, par exemple, ça rentre pas dans cette catégorie. Non, c'est Rousseff, de toute façon, il a jamais été. Non, mais c'est que les fans, en fait, ils se sont attachés à un truc, une gimmick, un truc, et en fait, ils veulent que ça marche. Chez les filles, Bailey. Bailey, ouais. Et le truc, On n'a pas parlé de catch féminin. ouais, mais Bailey, le problème, c'est qu'ils ont voulu la booker comme une underdog alors qu'on savait que c'était l'une des trop fortes dans le ring. Donc, encore une fois, on sait qu'elle est trop forte. Ils veulent la booker comme ça, genre la fille toute gentille, il veut faire des câlins, des trucs comme ça. Sauf en fait, ils lui ont retiré les ovaires dès le début, quoi. Ils l'ont massacré, le personnage de Bailey, ils ont jamais voulu y croire. C'est Bailey, elle a commencé à devenir vraiment crédible over, c'est quand elle a tourné heel. Bah, encore un coup. Encore un coup. C'est qu'en fait, c'est la facilité. C'est que comme un face fédérateur, c'est trop dur à booker, ils se disent, bah, on va le faire comme un underdog et en espérant ça va marcher. Et en fait, si ça marche pas instantanément, ils laissent tomber. Donc en fait, tu butes tout. En fait, ne bookez pas comme un face trop gentil. Ça marche plus, C'est ça. vrai qu'elle, c'était pas terrible. Ouais, c'était pas terrible. Ça marche plus, ça. Ils y arrivent plus. Parce que chez les catcheuses, on a peut-être un peu plus des underdogs. Maintenant, même pas. Même pas, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Liv Morgan, elle l'a été. Liv Morgan, elle l'a eu un peu ce chemin de. Elle l'a eu. Elle l'a Elle eu un l'est petit plus peu. du tout maintenant parce Non. qu'ils ont fait évoluer. le Voilà, perso. elle, C'est une un bonne. underdog réussi. Ouais, Liv Morgan, bien joué. Bien joué. Ouais, bien, merci, Ouais, je suis là pour ça. Ouais, c'est vrai que elle, oui, c'était un bon parcours d'underdog qui a fonctionné. Mais Becky Lynch aussi. Ouais. Parce qu'elle, c'était vraiment la fan gentille, tout machin. Il y a eu l'accident. Mais avant qu'elle devienne L'accident, c'est Zombie- le pétage de pif. Ouais, mais derrière, elle, ça a donné une gimmick qui fait qu'elle était pas underdog du tout et qu'en fait, c'était la meuf la plus badass du Ouais, vestiaire. non, parce que quand elle était, ouais, après, elle, c'était la. Mais tout le long, très souvent, elle était un peu celle derrière les autres, tu vois, qui avait envie de se donner, qu'on sait qu'elle était forte, mais qu'elle veut se battre. Mais c'est pas, elle, le fait qu'elle s'est devenue l'une des plus grandes stars de WWE, c'est pas un parcours d'underdog. C'est un truc, c'est que elle perd ses opportunités. Elle est là, mais en fait, elle va combattre pour y aller, mais il y a pas de truc où elle va galérer. Tu vois, elle va pas, c'est que, en fait, c'est des concours de circonstances qui fait qu'elle peut pas y aller. Mais elle va y aller, parce qu'elle est trop forte. Et elle va tout défier la machine pour y aller, mais je la vois pas comme une underdog. en Non, fait. moi non plus. Tu vois, c'est un peu, ça ressemble beaucoup à un parcours d'underdog, mais ça l'est pas. Tu vois, c'est, dans les faits, ça l'est pas. Parce qu'en fait, quand elle arrive à WrestleMania, tout le monde est pour Becky Lynch, mais pas dans le sens, on espère qu'elle va gagner, mais on sait qu'elle est à front plus fort qu'elle. Non, elle est aussi forte que les autres et on veut qu'elle gagne. Point. En fait, c'est juste une excellente babyface. Et parce qu'elle est badass. Et qu'en fait, elle a un comportement un peu de heel. Tu vois, elle a un comportement où elle en a rien à foutre. Ouais. Donc c'est pour ça, tu vois, c'est comme, c'est quelqu'un me dit, Steve Austin, ça a été un underdog. Non, pas du tout. Non. Tu vois, voilà, donc. Steve Austin, non. Voilà, c'est Becky Lynch, c'était un peu aussi une rebelle. En fait, c'est une rebelle, encore une fois. Ouais. Ça rentre plus dans la catégorie rebelle. Elle est plus dans la catégorie rebelle, ouais, à ce moment-là. Et je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Il y en a d'autres, vous nous citerez des noms dans le chat. Des trucs ont marché. Parce que j'essaie, quand j'ai bossé un peu sur ces vidéos, je vais faire un peu un troll, où c'est les gens qui font des trolls, vous disant les meilleurs underdogs de la planète, ou les machins comme ça, des meilleurs parcours d'underdog, ils ont osé citer Fandango. Non, on a envoyé Fandango parce que la musique était over. C'est bon, on peut couper Non mais vraiment, c'est que les gens, je pense, ils mettent mal les mots sur certaines choses. Et là, c'est le cas. Non, il y avait rien d'underdog là-dedans. C'est que le mec, c'était un danseur, il était déconnecté du monde du catch, et puis sa musique était trop over, point. C'est le gars, il avait pas envie d'être champion du monde, c'était juste un putain de danseur, quoi. C'est bien résumé. C'est bien résumé. C'était de la merde. Voilà. Et Je suis en train de chercher encore. non, parce qu'après, il y a le truc, c'est qu'il y en a, on pourrait les rentrer dans la catégorie là, alors que non, c'est juste des excellents faces. Par exemple, Ricky Steamboat.
dans les années J'y ai 80. pensé plusieurs fois. Voilà, mais c'est Ricky pas. Steamboat, C'est pas un underdog. Il est trop fort. Trop fort, c'est tout. C'est juste un excellent face. Sting, c'est un excellent face, c'est pas un underdog. Sting WCW Surfer. Non, Sting, de toute façon, il a ce côté où il échoue Ouais, face à Ric Flair, ouais. avant finalement de réussir. Ça, il y a vrai. Il y a ça. Ouais, il y a ça. Il y a l'accomplissement. Mais en soi, Sting, il fait 2 mètres. Non, mais Sting, c'est Sting Surfer, il a c'est John Cena. Batista dans chaque bras. Sting Surfer, c'est John Cena. C'est le même délire. C'est pas parce qu'ils se font casser la gueule dans le ring et qu'ils vont échouer une fois que c'est des underdogs. Non. C'est des mecs, non, c'est des stars. je parlais dans le cheminement. Bah oui, c'est ça. Il y a des points, il y a des Ouais. cases que tu Il y peux a cocher. des cases que tu peux cocher Il y a des comme cases dans que tout, tu peux cocher. mais ils rentrent pas dans la catégorie underdog. Tu vois. Bah, par exemple, la première fois où on envoie, je vais en reparler, Goldberg à Nitro pour obtenir le titre, ou qu'avant il doit péter la gueule à Scotto et après il va vers Hogan, tu sais très bien qu'il va gagner. Oui. Non, Mais mais il voilà, est déjà champion US. Et là, il y a rien, Il est non, mais invincible. voilà, le mec, il y a rien. Alors lui, c'est l'inverse de l'underdog. Le gars, il est invincible. Tu vois, lui, c'est l'inverse. Bah, c'est ça, c'est bien ce que je dis. Ouais, c'est totalement l'inverse. Et là, tu vois que c'est clairement pas, il y a pas d'underdog, quoi. Il y a pas possible, la WCW, de toute façon. Ouais, voilà. Sting, pas possible. Et je te dis, là, j'essaie d'y réfléchir, mais non, je pense qu'on a fait un gros tour, parce qu'en fait, c'est pas un truc où c'est devenu éculé, parce qu'ils tentent de le faire trop souvent avec des mecs qui ont un physique, justement, qui va être beaucoup plus léger, un physique beaucoup plus commun, et que le mec, il est très bon dans le ring, et qu'on veut que ce soit un face, c'est la facilité. C'est la facilité. Et ce qui fait que c'est devenu éculé, parce qu'en fait, le truc, c'est que, comme il y en a très peu où ça a vraiment marché, et ben en fait, les gens se lassent très très vite, surtout dans le monde actuel. Et j'ai envie de te demander quand même, parce que j'ai pas les souvenirs, Kurt Angle quand il a commencé au tout début. Pas du tout. Pas du tout non Pas plus. du tout. On le présentait comme un champion olympique qui va casser la gueule à tout le monde. Non, mais comme je sais que c'était le rookie, le mec qui débutait. Ah oui, non, mais c'est un rookie qui il a casse la été gueule à tout très le monde. haut, Je te super rappelle, vite, je te rappelle qu'il a été invincible. Oui, c'était un monstre. Voilà, lui, on a voulu, le truc, c'est que lui, on a voulu le pousser en tant qu'héros américain, et en fait, on s'est rendu compte que les gens ont chié dessus. Donc, du coup, on se dit, on va le mettre heel, en fait. Christian? Christian, face à Orton et tout ça, et Lia Edge et tout, c'est un peu un parcours d'underdog, un petit peu. Un petit peu, ouais. Sauf que, en fait, c'est très court, et derrière, le mec tourne heel. Tu vois, donc. C'est vraiment, il y a des points, mais pour moi, on le rentre pas dedans, encore une fois. Bon, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais. Mais ça y est, je te remercie. On va tout doucement se diriger vers la fin de cette émission. On a 1h41. Ouais. Donc, On a bien débattu, on a donné beaucoup d'exemples, on a parlé de tout. J'espère que ça vous plaît. On est toujours, vous savez comment ça marche sur une saison des couloirs du catch. Avec mon ami Messiah, on a un petit peu parlé, on va clôturer tranquillement. On a un petit peu parlé des épisodes. Donc pour cette saison 6, parce qu'on est déjà à la saison 6, saison 7. Saison 7. Saison 7. Il y a déjà eu le 17 questions et l'année 95. Là, on est sur l'émission des Underdogs. Là, je vous donne les épisodes, mais pas dans l'ordre. Parce qu'on les a pas décidés. L'histoire du catch numéro 2. Les tapés numéro 2. Raven. Ric Flair. Gros nom, donc ce sera, faut compter plusieurs épisodes. Hein. Ouais, Sûr. je pense. Oui. On aura un lexique. Oui, Aussi. parce que ça c'est des gens qui me l'avaient demandé. Moi je pensais que dans notre communauté tout le monde connaissait plus ou moins tous les termes. Vous étiez intéressé qu'on fasse une vidéo justement sur tous les termes du catch, tous les termes et qu'on les décrive, qu'on illustre et tout ça. Il y aura un second 17 questions, mais qui sera plus vraiment sur la fin de la saison, avant le dernier épisode. Et Chris Benoit. Oui. Donc ça c'est pour la saison 7 qui arrive. Et du coup, il y a encore pas mal de sujets intéressants, surtout qu'on n'est pas à l'abri que dans ces émissions-là, j'en rajoute une comme ça, quoi. C'est ça. Comme on avait fait le procès des stéroïdes, à la base, c'est pas une émission qui était prévue. Oui. Ça arrivait comme ça. Bah oui, on a toujours dans les tuyaux justement de faire une émission enquête numéro 2. Ouais, peut-être elle popera dans cette émission. Elle sera peut-être dans la cette saison d'après. d'après. Ouais, peut-être dans la saison là ou la saison d'après. Moi, je voulais parler aussi du vol de l'enfer. C'est ce que tu avais dit. Et on va parler aussi un jour, j'aimerais bien faire une émission sur Vader. Oui. Parce que je connais très peu et j'aimerais bien. Et on va tout doucement continuer comme ça. Maintenant, je sais pas encore qui ce sera pour la semaine d'après. Je pense par contre ce sera un catcheur. Oui, parce que là, ça fait un petit moment. On a fait Brock et là, ensuite, on a enchaîné 17 questions, la année 95, les underdogs, donc voilà. Et vous nous direz dans les commentaires, j'espère que vous donner de la force comme d'habitude, si ça vous a plu ce concept où on parle d'un archétype de catcheur. Donc là, il aimerait bien faire, mais ça y est, il a d'autres idées. Il aimerait bien faire les brawlers, Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on fasse des émissions sur d'autres trucs comme ça où on illustre justement les archétypes de catcheurs
et qu'on donne les meilleurs exemples et les mauvais exemples. Mais je pense qu'en fait, c'est aussi à nous à se dire, voilà, si ça nous plaît, qu'on a envie d'en parler, banco, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais dites-nous si vous avez bien aimé celle-là et que ça vous plairait que justement qu'on parle, comme tu dis, des brawlers ou des powerhouse ou des trucs comme ça, en fait, des catégories d'archétypes de catcheurs. En fait. Donc là, on est le lundi de Pâques, on est le 6, au moment où vous écoutez cette émission. Comme je l'ai dit au début, je vais avoir pas mal de temps, donc restez bien connectés sur les couloirs du catch parce qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver. Mais ça y est, je te remercie, c'était très cool. Bah, je te remercie à toi, Thomas. Et je vous dis à très bientôt les amis. Salut à tous. Salut!